Ravi de vous retrouver dans l'heure des pros de l'été avec mes invités. On va parler ce matin de cette fusillade dans le quartier des Moulins à Nice et ce déploiement des autorités de l'État. Gérald Darmanin hier, mais il sera également aux côtés du Premier ministre à Nice ce samedi. Que disent ces faits de violence dans cette ville, mais également il y a quelques jours à Dijon ou encore cette attaque à Bayonne? Que peut faire l'État? On en débat avec mes invités. Vous vous apprêtez peut-être à prendre la route des vacances, tant mieux pour vous. Pas de congé pour la Covid-19, des foyers qui se multiplient un peu partout sur le territoire, qui inquiètent. Comment ralentir la progression de ce virus? Une solution passe peut-être par une politique de tests plus massive, notamment dans les aéroports. Un conseil de défense se tient ce matin à l'Elysée à 10h. Avec moi ce matin autour de la table de l'Ordre des pros, Noémie Schulz, bonjour. Bonjour. Journaliste au service police-justice de CNews. Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Engageons-nous, un nouveau mouvement politique. Absolument. Vous nous en parlerez parce que l'on parlera effectivement de cette France qui se tourne de plus en plus vers la présidentielle de 2022. Une France aussi de plus en plus à droite, nous dit un sondage de l'IFOP publié dans l'hebdomadaire Le Point. On en débattra avec vous. Votre mouvement est résolument engagé à gauche. Face à vous, Bruno Béchiza. Bonjour. Bonjour. Cher Bruno, maire d'Aulnay-sous-Bois, réélu, maire d'Aulnay-sous-Bois, secrétaire national Les Républicains, et maître Laurent-Franck Liénard, vous êtes avocat. On parle de cette situation inquiétante à Nice, de cette montée des violences dans la ville, avec un déploiement des autorités. Hier, Gérald Darmanin, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Regardez ce sujet de Jeanne Cancard. Ne pas manquer une occasion d'occuper le terrain. Gérald Darmanin en a fait sa méthode. Le ministre de l'Intérieur était en visite surprise à Nice hier après-midi. 3 jours après la fusillade qui a secoué le quartier des Moulins, le ministre est venu marteler un message d'autorité. La quasi-intégralité des gens de ces quartiers veulent travailler normalement, vivre de la République, accéder au mérite et à l'école et au travail. Et il y a une minorité d'emmerdeurs qu'il faut absolument confondre par la loi pour que la force reste à l'autorité républicaine. Dans son viseur, les trafiquants de drogue à l'origine des derniers événements. Gérald Darmanin voit dans les troubles récents une conséquence du travail de son administration. Il y a des conséquences quand on dérange les trafiquants. Et ces conséquences, nous les assumons, nous les déplorons et nous les assumons. Et je veux dire que nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République, ici à Nice comme ailleurs. Le Premier ministre a fait de la lutte contre l'insécurité l'une de ses priorités. Il se rendra à Nice demain pour afficher une nouvelle fois la réponse ferme et sans complaisance qu'il entend opposer à la délinquance. Alors, on entend les mots, Laurent Geoffrin, de Gérald Darmanin. Il faut faire plier ceux qui veulent faire plier la République. Une référence peut-être à un ancien ministre de l'Intérieur. Il faut terroriser les terroristes. Oui, c'est finalement assez classique, cette présence ministérielle qui se déploie. Mais pour quel but, dans quel objectif? Et il répond à une réalité. Il n'est pas la peine de tourner autour du pot. La délinquance augmente en France, c'est vrai. Les crimes de sang, en moyenne, sont stables à un niveau assez bas si on fait des comparaisons internationales. En revanche, tout ce qui concerne la délinquance intermédiaire, mais qui est souvent grave, des agressions, des violences, plus toute la masse des incivilités, bon, disons les choses comme elles sont, ça augmente régulièrement en France, c'est vrai. Et donc ça appelle une réponse plus forte des pouvoirs publics. Et je pense que les syndicats de policiers ont raison quand ils demandent plus d'effectifs, plus de moyens. Souvent, ils sont handicapés par le manque de moyens. Et il faut une réponse judiciaire rapide. La justice est lente et donc il faut là aussi augmenter les moyens de la justice. On va entendre dans un instant Mathieu Vallée, qui est du syndicat indépendant des commissaires de police, Noémie Schulz, ces actes. Alors, le président de la République a parlé d'incivilité, certains parlent de violence, d'attaque. Ils augmentent, c'est vrai, mais finalement, dans quelle proportion est-ce que ce qu'il s'est passé à Nice, par exemple, ne se passait pas dans la ville il y a quelque temps, ou est-ce qu'il y a un véritable phénomène qui... Ce qui frappe là dans ce qui s'est passé, c'est cette fusillade à 9h30 du matin devant un supermarché, donc dans un quartier certes sensible, mais dans lequel
il y a plein de gens qui vivent, qui font leurs courses, il y a des enfants. Et c'est évidemment ça qui est extrêmement choquant. En l'occurrence, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu quelques coups de feu qui ont été entendus, des jeunes qui ont été vus en train de partir en courant, des vidéos qui ont circulé. Mais les habitants de ce quartier, dans lequel on dénombre ces dernières années au moins 2 morts par arme à feu, ils disent que ce sont des choses qui arrivent régulièrement et c'est ce qui rend la situation absolument insupportable. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un règlement de compte la nuit, on est en plein jour, des coups de feu tirés. Là, en l'occurrence, il ne s'est rien passé, heureusement, mais c'est toujours ce qui aurait pu arriver et l'endroit où ça s'est passé. Bruno Béchiza, vous êtes maire d'Aulnay-sous-Bois, vous connaissez bien ces sujets liés à la sécurité. Est-ce que vous, en tant que maire, vous voyez ce phénomène augmenter, notamment dans votre ville ? On a constaté tous cet été une multiplication effectivement de ces actes-là qui ne sont pas inconnus. Je suis maire d'une ville de 86 000 habitants en Seine-Saint-Denis. C'est une réalité difficile, que ce soit la violence, que ce soit effectivement des trafics de stupéfiants bien implantés. Maintenant, il y a une chose très juste qu'a dit le ministre, ne jamais confondre ces actes de délinquance effectués par une minorité dans les quartiers qui, effectivement, pourrissent la vie des 99% des personnes qui habitent dans ces villes. Premier acte. Je me permets de réagir quand même parce qu'effectivement, moi je suis maire. Pendant le Covid, j'ai fait faire le ménage dans le commissariat. Je fournis la ville des Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez à la police nationale le ménage concrètement? Parce qu'il y a une clochardisation aujourd'hui de la police nationale et les déclarations du ministre de l'Intérieur sont belles. Je les crois même parce qu'il est de bonne foi. Mais aujourd'hui, jamais un ministre de l'Intérieur a pris en compte un ministère dans cet état-là. On a une police nationale qui aujourd'hui, tous les policiers intervenant sur le terrain n'ont qu'une hantise, c'est d'aller peut-être plus vite devant la justice que le voyou qu'ils ont arrêté. C'est au niveau matériel. Dans une ville de Seine-Saint-Denis pauvre, c'est la ville qui fournit 3 véhicules, c'est la ville qui fait faire le ménage, qui nettoie les espaces verts parce qu'il y a une clochardisation de la police nationale. Le Premier ministre lui-même est venu il y a 1 an me promettre un commissariat, ça fait 10 ans qu'on nous le promet. Donc on va vite constater ce décalage entre un message républicain qu'on peut tous louer, qu'on doit louer, parce qu'il faut ce message républicain, mais une réalité aujourd'hui, les policiers en ont marre. On ne parle plus, et c'était le grand projet pour moi de ce début de mandat, du continuum de sécurité, faire travailler tout le monde ensemble, police, gendarmerie, police municipale, société de privée de sécurité. L'épisode Castaner a fait qu'on n'a plus parlé que du ministre et non plus des sujets de fond. Et oui, effectivement, l'insécurité là-dessus, avec en plus une culture de l'impunité chez les gros voyous, fait qu'on ne risque pas de stopper par des coups de menton des ministres. Noémie Choulouzoulier. Un mot sur peut-être là, c'était cette hausse de la délinquance. Les autorités s'y préparaient en période post-confinement. C'est vrai que pendant 2 mois, la France a été sous cloche. Les choses les trafics ont ralenti, y compris pour les trafics en drogue. C'était beaucoup plus compliqué de travailler. Et il y avait donc cette inquiétude qu'une fois que le confinement serait terminé, et c'est effectivement ce qu'on a constaté là à Nice, mais ce qui s'est passé à Dijon il y a quelques semaines avec ces affrontements communautaristes. Donc c'est quelque chose qui était presque anticipé, pour autant pas acceptable. Maître Liénard, votre regard sur justement ces phénomènes. Alors, on en parle plus, on les médiatise sans doute plus. Il y a aussi peut-être un activisme, notamment du tout nouveau ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que vous estimez qu'ils sont inquiétants et qu'il y a bien une sous-dotation, un sous-équipement, un manque de moyens récurrents? Ça a été dénoncé déjà lorsque Christophe Castaner est arrivé, et même avant lui, Gérard Collomb, depuis le début de ce quinquennat. Moi, je suis très inquiet. Je suis inquiet depuis des années parce que je vois un phénomène qui s'amplifie. C'est d'un côté le caractère totalement décomplexé du grand n'importe quoi. Le grand n'importe quoi, c'est quoi? C'est à Dijon, on sort avec des armes dans la rue. À Nice, on tire au pied du supermarché, mais aussi dans le train, on lance des feux d'artifice. On tire au mortier d'artifice tous les soirs pour s'amuser sur les policiers, dans le but
avéré de les blesser ou de les tuer, et ça ne pose aucun problème à ceux qui le font. Et puis d'un autre côté, vous avez des policiers qui sont totalement castrés aujourd'hui. Vous êtes précisé d'ailleurs que vous connaissez bien cette problématique, puisque vous défendez dans plusieurs affaires. Je ne défends que des policiers, des gendarmes et des victimes. Donc au quotidien, je les ai dans mon bureau, et ils ne peuvent plus rien faire. Et d'ailleurs, ils ne font plus rien. Ils ne veulent même plus interpeller, parce qu'ils disent, à partir du moment où je vais mettre une menotte, je vais me retrouver devant le juge. Et le juge ne va pas me comprendre. Le juge va refuser de me comprendre. Donc, ils sont aujourd'hui totalement castrés dans l'usage de la force légitime. Vous n'êtes pas un peu caricatural dans ce que vous dites? Je vous dis, je ne suis pas caricatural. Je vous dis l'image que j'ai dans les 300 dossiers qui sont ouverts aujourd'hui dans mon cabinet. Et aujourd'hui, j'ai 300 policiers ou gendarmes, hommes ou femmes, il y a des condamnations tous les jours. Qui sont poursuivis toute la journée dès lors qu'ils font un usage de la force. Parce qu'aujourd'hui, on ne tolère plus la moindre manifestation d'autorité de la part de ceux qui en sont les représentants. Et ça ne va pas. Laurent Geoffrin, vous voulez... Je crois que le sentiment que vous décrivez, je le comprends, et il est certainement tout à fait juste, mais c'est venu aussi de faits réels. Il y a eu des faits réels. Je prends l'affaire Chouviat, par exemple. Que vous connaissez bien. Ouais, voilà. C'est une vraie question. Chouviat, laissez-moi terminer. Chouviat, oui, c'est un drame. Pardonnez-moi. Si vous voulez que les policiers se sentent en confiance, on ne peut pas dire on va tout couvrir ou pardonner. Vous pouvez laisser entendre qu'à chaque fois qu'on met en cause un policier, c'est à tort. Parfois, c'est à raison. Non, mais alors... Fort heureusement, c'est rare. Mais dans l'affaire Chouviat, le pauvre garçon, alors il a eu tort de s'insulter avec les policiers, je suis d'accord. Enfin, c'est pas une raison pour mourir. Alors, ces conditions d'interpellation n'étaient pas bonnes, manifestement. Enfin, l'enquête est en cours, je ne veux pas préjuger. Mais c'était une vraie question. Et attendez, je termine juste un mot. Pour rétablir la confiance entre des populations très difficiles et la police, quand il y a des fautes, il faut les admettre et les sanctionner. Bien sûr, mais qu'est-ce que socialement on fait d'une affaire ça y est, on ne peut plus rien faire, etc. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait socialement et médiatiquement d'une affaire Chouviat? Monsieur Chouviat, il est décédé à la suite d'une manœuvre d'interpellation. On doit le traiter techniquement. Il y a une manœuvre d'interpellation, il y a un drame, il y a un citoyen qui est mort alors qu'il était aux mains de la police. Et ça n'est pas admissible, ça n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? On doit commencer l'enquête, accepter la règle. La règle, c'est quoi? C'est le secret de l'instruction, c'est l'instruction longue, de manière à établir la vérité. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On ment toute la journée. On ment toute la journée. Par exemple, vous avez eu le gros titre de Libération, j'étouffe les derniers mots de Cédric Chouviat. Ça n'est pas vrai. Les derniers mots de Cédric Chouviat, c'est tu vas voir. Et ça n'est pas indifférent. Et quand un journaliste... Il y avait j'étouffe quand même. Alors, il y avait j'étouffe et ensuite tu vas voir. Alors, Laurent Geoffrin, Maître Liénard, on ne va pas refaire l'affaire Chouviat sur ce plateau. Surtout que ce n'est pas terminé et qu'effectivement, il y a une enquête. Tout à fait. Et ce qui est exaspérant de la part des policiers, c'est qu'on prend un élément et on en fait une généralité. On entend votre point. Je voudrais juste que l'on fasse réagir sur ce débat Mathieu Vallet, du syndicat indépendant des commissaires de police. Mathieu Vallet, est-ce que vous estimez encore et toujours, malgré les dernières annonces, par exemple celle de Gérald Darmanin, que les fonctionnaires de police sont sous-équipés, qu'ils manquent des moyens dans les commissariats? Eh bien, Bruno Béchiza le disait il y a encore quelques instants. Oui, bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Bon, on part de loin, hein. Effectivement, depuis plusieurs années, on a des commissariats vétustes, on a des véhicules qui ne sont pas adaptés, on a des policiers qui doivent acheter sur leurs deniers personnels des équipements de protection, des gants, des cache-coups, des porte-menottes, différents éléments qui devraient être fournis par l'administration. Il y a eu un marché qui s'appelle Vétipone, pour vêtements de la police, qui a été souscrit il y a 2 ans. C'est un peu mieux, sauf que les délais de livraison sont importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut investir massivement dans l'immobilier, dans le parc automobile, dans l'équipement des forces de l'ordre, sans compter, comme le disait Maître Liénard, le soutien d'effectifs aux policiers. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de faire notre métier parce qu'il y a une judiciarisation de plus en plus importante, puisque l'action individuelle des policiers est de plus en plus contestée et traduite devant les tribunaux lorsque les gens jugent illégitime l'action, voire la force lorsqu'elle est employée des policiers. Et donc c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, être policier, ça révèle du parcours du combattant. Et heureusement qu'on a des policiers motivés, déterminés, impliqués et engagés, qui sont passionnés par leur travail, qui ont foi en ce qu'ils font, parce que sinon ce serait encore plus compliqué.
Merci beaucoup. Vous restez en ligne, Mathieu Vallée, avec nous et je reviens vers vous dans quelques instants. Je voudrais qu'on fasse réagir Daniel Vaillant. Daniel Vaillant, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. Alors, c'était lorsque Lionel Jospin était à Matignon. On parle du sous-équipement, d'une sous-dotation chronique de ce ministère, de ces agents fonctionnaires de police. Vous avez vu le déplacement hier du ministre, vous avez entendu ces mots, il faut faire plier ceux qui veulent faire plier la République. Quelle est votre réaction, votre sentiment ? D'abord, je trouve que la société a bougé, la France n'est plus la même, et qu'il faut que nous apportions des réponses. Et ça peut pas être la police nationale, la gendarmerie. Il faut trouver des réponses sociales, éducatives, beaucoup plus adaptées à la situation française. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut éviter, je dirais, une espèce de scénographie permanente des ministres de l'Intérieur. Bon, on va sur le terrain, c'est très bien. Mais eux, les policiers, ils y sont tous les jours. Et donc, je regrette des décisions. Je le dis, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer beaucoup, notamment sur ceux qui m'ont succédé. Je veux quand même dire à M. Darmanin, lui qui, paraît-il, est proche de Nicolas Sarkozy, que supprimer 13 000 postes de policiers et de gendarmes, de supprimer la formation telle qu'elle était au ministère de l'Intérieur, et on pouvait faire mieux, de supprimer les renseignements territoriaux. Bref, une politique dévastatrice, la police de proximité que nous avions mise en place et que j'avais essayé comment dirais-je, d'en faire une police polyvalente de proximité au service des citoyennes et des citoyens. Je regrette, on paye cela aujourd'hui, on paye tout cela. Alors il faut commencer à reconstituer des forces, mais il faut aussi que la justice apporte des réponses qui ne soient pas que des réponses formelles. Et il faut donc beaucoup plus de moyens à la justice pour apporter, encore une fois, des réponses qui ne soient pas la prison. Parce que c'est souvent un endroit où les délinquants s'endurcissent. Il faut trouver, et la meilleure réponse, c'est la formation et l'emploi. On vous entend. On entend ce que vous dites, Daniel Vaillant. Alors, vous avez été un ancien ministre de l'Intérieur et vous avez aussi fait des déplacements sur le terrain. Mais je voudrais faire réagir Bruno Béchiza sur ce que dit Daniel Vaillant sur la suppression de la police de proximité. C'est vrai que Nicolas Sarkozy l'avait raillé, c'était lors d'un déplacement, il avait un peu taclé des îlotiers qui expliquaient qu'ils avaient organisé un tournoi de football. Et finalement... peut-être que Gérald Darmanin a été effectivement très proche et reste très proche de Nicolas Sarkozy, mais il appartient à une majorité présidentielle qui remet des fonctionnaires de police sur le terrain avec cette police, alors pas de proximité, mais cette police de quartier avec des territoires de reconquête. Il y a peut-être cette volonté de rapprocher les hommes des réalités du terrain qui peuvent être différentes. Puisqu'on fait un peu d'archéologie politique, en revenant, je rappelle que Nicolas Sarkozy a quitté la présidence en 2012. Et que avant la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu Jacques Chirac, et avant, quand Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur, je le rappelle qu'en novembre 2001, 40 000 policiers manifestaient dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Mais sur la police du quotidien, il faut tous être réinvestis sur le retour de la police du quotidien. Et c'est là où je vais vous répondre. Quand je vous parlais tout à l'heure de coproduction de sécurité ou de continuum, moi je suis maire d'une grande ville de 86 000 habitants. L'État ne peut pas tout faire. Il faut être très humble. Mentir, dire... Il y aura toujours plus de policiers, toujours plus de gendarmes. Les hommes politiques, les hommes publics qui tiennent ce discours aujourd'hui sont des menteurs. Par contre, on peut coproduire intelligemment. Oui, effectivement, je fais de la proximité avec les 80 policiers municipaux que j'ai mis en place, avec les 300 caméras, je suis arrivé, il y avait 26 caméras à Aulnay, aujourd'hui il y en a 300, où on coproduit avec l'État, pas contre, ou chacun dans son petit cours, et on arrête de se dire l'État doit tout faire. Il ne le peut plus. Bruno Béchiza, juste un mot sur votre police municipale. Christian Estrosi, il y a aussi, et on la connaît, une police municipale à Nice, mais il estime qu'elle n'a pas suffisamment de moyens. Il voudrait plus de pouvoir pour ses municipaux. Par exemple, des contrôles d'identité, être raccordé au fichier national des personnes recherchées, que les policiers municipaux puissent fouiller des véhicules et interpeller. C'est vrai que on se demande pour quelle raison. Oui, il y a une formation, donc certes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'expérimenter localement ces pouvoirs donnés en plus? Tout à l'heure, le commissaire parlait, ou le sapeur-pompier, des caméras piétons. Il y avait 4
caméras piétons dans le commissariat de la police nationale, il y en avait 25 à la police municipale. Moi, je pense que toutes ces choses-là, on ne doit pas le faire en tuyau d'orgue. Ce n'est pas d'un côté les maires qui réfléchissent à leur police municipale, de l'autre côté les syndicats de sécurité privée qui réfléchissent et de l'autre côté l'État. On doit travailler ensemble. C'est ce qui est demandé depuis des années, de dire quelles sont les missions des uns des autres, quels sont les pouvoirs des uns des autres, et que effectivement il y a des missions qu'aujourd'hui font les policiers nationaux qui ne sont pas à eux. Eux doivent être axés sur l'investigation, sur le régalien. À l'inverse, effectivement, sur cette police de proximité, c'est la police municipale avec peut-être plus de pouvoir, mais avec la formation qui est avec. Je rappelle que les policiers municipaux aujourd'hui sont formés, équipés et bien encadrés, avec un encadrement local, ce qui malheureusement fait défaut au ministère de l'Intérieur. Laurent Geoffrin, sur petite incise, oui. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de Vaillant, parce que vous dites c'est de l'histoire ancienne, etc. Mais attendez, Monsieur Sarkozy vient de publier un livre, donc ça reprend de l'actualité. Oui ou non, a-t-il supprimé 13 000 Le postes? temps des tempêtes. Est-ce que ça a été une erreur ou pas? Parce qu'on accuse toujours la gauche d'être laxiste, etc. Là, je constate que, en l'occurrence, c'est Sarkozy qui a amoindri les moyens de la police. C'est un fait. Mais le fait, il est simple. Le ministère de l'Intérieur, dirigé par Daniel Vaillant, a repris. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, négocie avec les syndicats de police à l'époque des déflations de corps. Ça, c'est mal fait. Vous voyez, je vais vous donner raison, monsieur Geoffrin. Laissez-moi finir. On vous coupe pas, ne le coupez pas les autres. Je vais pas vous couper. Ça, c'est pas forcément bien fait. Parce qu'effectivement, si d'un côté on diminuait le nombre de policiers nationaux, on devait augmenter d'autres corps d'État. Je pense par exemple à la pénitentiaire pour des translations de missions. L'État, dans sa globalité, n'a jamais joué le jeu. Donc effectivement, patatrac, il y a eu des trous dans la raquette. Sur les services de renseignement, je pense qu'il y a eu des erreurs. On le voit aujourd'hui avec des préfets qui sont désarmés face au renseignement. On peut être très humble. Et c'est un sujet sur lequel il faut être très humble, la sécurité. Je vais me retourner vers Mathieu Vallet. Mathieu Vallet, quand vous entendez le maire de Nice justement demander à ce que ces policiers municipaux aient plus de pouvoir, vous, en tant que représentant des commissaires de police, le syndicat indépendant des commissaires de police, vous vous dites pourquoi pas, s'il y a un accompagnement, s'il y a une formation, ce que disait Laurent Geoffrin à l'instant? Ouais, alors d'abord, je réagis juste sur les caméras piétons. Ça fait des années qu'on nous les promet. Vous savez, il y a 10 ans, on nous avait promis les caméras embarquées dans les véhicules de police. Les caméras piétons, à l'heure actuelle, elles ont coûté très cher, plus de 2 millions d'euros à l'État. Elles ont une autonomie très faible. L'utilisation est archaïque. Il faut rentrer son matricule d'identification. Il faut ensuite pouvoir avoir le temps d'utilisation. Après, l'exploitation des images n'est pas possible par la hiérarchie intermédiaire ou les commissaires que nous sommes. Donc, on l'a dit au directeur général de la police et au ministre. Ils vont réfléchir à un nouveau marché. On est tenu jusqu'en 2021. Donc, on est un peu archaïque sur ce système-là. Ensuite, je suis un peu désespéré de voir les débats politiques ou polémiques sur un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Il faut arrêter d'instrumentaliser la police nationale à des fins politiques. On est une police républicaine au service de la population et les policiers en ont marre. On n'est pas là pour servir un pouvoir, une carrière, une ambition ou même des envies de certains politiques. Donc, pour répondre à votre question sur la police municipale, dans beaucoup de villes, d'abord, il faut que les villes soient équipées en police municipale. Certaines villes arment les policiers municipaux, certaines villes ne le font pas. Ensuite, les caméras, c'est pareil. Certaines villes ne sont pas équipées en système de vidéoprotection. C'est le cas dans une grande ville comme Lille. Voilà. À Nice, effectivement, il y a une grosse police municipale qui est armée, qui est équipée, sur laquelle le maire s'appuie beaucoup. Et effectivement, moi, je pense, nous, on pose au syndicat des commissaires de police indépendants, qu'on peut donner certaines missions, comme les actes d'incivilité dont parlait le président de la République. Alors les vrais actes d'incivilité, c'est-à-dire dans une rue, lorsqu'il y a des différents voisinages liés à du bruit, lorsqu'il y a des personnes qui salissent les rues, parce que c'est ça aujourd'hui les demandes des habitants et qui obèrent l'action des forces de l'ordre. Il faut recentrer la police nationale sur le cœur de métier, c'est-à-dire interpeller les délinquants. Et puis le faux débat de dire la police municipale c'est une police de proximité et la police nationale c'est une police qui ne l'est pas, c'est des gens encore une fois qui s'expriment sur ce qu'ils ne connaissent pas. Les policiers nationaux connaissent leur territoire, ils connaissent les habitants et je vais même vous étonner, ils connaissent les voyous qui pourrissent le quotidien des gens, puisque ce sont souvent les mêmes qui sont à l'origine des trafics de stupéfiants, des rodéos, ou qui pourrissent le quotidien des gens en occupant des halls d'immeubles. C'est ça la réalité. Mais
Je vous remercie aussi sur votre antenne de m'inviter parce qu'on fait souvent parler des gens qui connaissent rien à la police, qui n'ont jamais exercé le métier de policier, qui n'ont jamais participé ou partagé le quotidien de policier. Et ça aussi, les policiers, ils en ont marre. C'est la même manière que sur les manifestations. On a des gens de l'ultra-gauche ou des journaux de gauche qui nous expliquent comment faire encadrer une manifestation ou comment intervenir alors qu'ils ne connaissent ni la doctrine des CRS, ni la doctrine de l'ordre public, ni même faire la différence entre un CRS et un gendarme mobile. Donc c'est ça aussi les sujets aujourd'hui. Donc le vrai sujet, c'est comment on travaille mieux ensemble. La police municipale, pour avoir le pouvoir des contrôles d'identité, ça veut dire lui donner le statut d'agent de police judiciaire 20. Ça veut dire que derrière, il pourrait prendre des plaintes. Ça veut dire que derrière, il y a une organisation à faire. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas le métier et qui disent encore des âneries, c'est que si on donne le pouvoir de contrôle d'identité aux policiers municipaux, ça veut dire qu'il faut former aussi les officiers de police judiciaire à avoir plus de travail, puisque comme on aura un décuplement de force sur le terrain qui vont contrôler les individus, on aura une charge judiciaire beaucoup plus importante. Donc c'est tout ça à quoi il faut réfléchir. Les bonnes idées, souvent, elles se terminent soit en mauvaises idées, soit elles n'ont pas l'effet escompté. Et pour terminer, vous parliez des fichiers de permis de conduire. Il y a une loi depuis plusieurs années qui prévoit que les policiers ou le fichier des personnes recherchées, les policiers municipaux ont y accès. Et là encore, on se heurte à des problèmes techniques, c'est-à-dire d'accessibilité aux policiers municipaux, au fichier de la police nationale. Oui, merci beaucoup Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police d'être intervenu dans ce débat. Je me tourne une dernière fois vers Daniel Vaillant. Je voulais aussi vous entendre, Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, quand Lionel Jospin était à Matignon. On a entendu le président de la République réagir à ces événements, à ces faits de violence. Il a parlé d'incivilité, ça a beaucoup choqué, notamment dans l'opposition à droite, avec peut-être cette idée qu'il y a un angélisme de la part d'Emmanuel Macron sur ce sujet. C'est vrai que lors de la campagne présidentielle de 2017, ce n'est pas forcément le régalien, l'ordre et la sécurité qui a été mis en avant dans la campagne du président de la République. On avait fait ce procès aussi à Lionel Jospin et certains disent que c'est une des raisons de sa défaite. Est-ce qu'il y a de l'angélisme aujourd'hui encore, à gauche notamment, et peut-être chez le président de la République ? Non, je ne crois pas que la gauche soit dans l'angélisme, parce que la réalité... J'avais d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait « Sécurité, priorité à gauche ». Donc, moi là-dessus, je suis parfaitement vacciné. Je pense qu'on demande trop à la police et, d'une certaine manière, qu'on lui donne le tournis en changeant de stratégie, de méthode, et on se renvoie et on supprime telle ou telle disposition. Ça, c'est mauvais. Il faut de la stabilité. Et pardonnez-moi, je pense bien connaître le sujet, il faut que la police soit une police de masse. Quand des policiers interviennent en nombre insuffisant sur des opérations délicates, ça se termine toujours mal, soit du côté de la police, soit du côté de ceux qui n'avaient pas à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Il faut de la masse. Et pour ça, je pense que la France n'est pas surpolicée, si j'ai envie de dire, et il faut des réponses adaptées, multiples. Qui a été mise en place l'éducation depuis le début du quinquennat n'est pas suffisante. Voilà, et je pense qu'on demande un peu trop à la police et qu'on la soumet à des tentations quelquefois. Ça peut arriver aussi dans la police. Enfin, je constate que quand on y met les moyens et dans la durée, on arrive à des résultats. La police de proximité, qui a été tant décriée, elle commençait à donner des résultats. Mais elle faisait monter des statistiques. Un procureur m'a dit un jour, votre police de proximité, elle a un défaut, elle fait monter les chiffres. Eh bien, tant pis, il faut dire la vérité et essayer de se donner les moyens pour apporter des réponses. Et M. Béchiza, que j'ai bien connu dans une vie antérieure, et la sienne et la mienne, peut constater secrétaire général du syndicat Synergie Officier. Voilà, tout à fait. Et je le salue d'ailleurs. Et je pense qu'il faut arrêter d'instrumentaliser la police à des fins politiques. Je pense qu'il n'y a pas une police de gauche, une police de droite. Il y a des approches sans doute philosophiques un peu différentes. Mais je me souviens quand la droite préconisait de municipaliser la police nationale, de faire des cow-boys comme aux États-Unis. Et je pense qu'il est une mauvaise chose qu'on veuille démanteler la police nationale. La police municipale doit être aux côtés de la police nationale. Il y avait, à l'époque, on avait installé des contrats locaux de sécurité où chacun avait son rôle, sa tâche, un partenariat. Une vraie coproduction, Monsieur Béchiza. Je crois que c'était la bonne voie. Il faudrait peut-être la reprendre, mais ça veut dire des moyens
Et ça n'est pas si simple dans la période actuelle de dégager des moyens supplémentaires. Je constate d'ailleurs que dans la préparation budgétaire, je n'ai pas l'impression que la police soit une priorité. Alors on le verra. Hélas. On le verra. Gérald Darmanin, ancien ministre du Budget, aura peut-être à cœur de défendre son nouveau ministère. Noémie Schulz, je voulais vous faire réagir aussi sur donc, le déplacement des membres du gouvernement à Nice. On a vu Gérald Darmanin hier. Il y retourne, mais aux côtés cette fois-ci de Jean Castex et d'Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, donc sur place, on voit bien le symbole. Il renvoie une image qui peut peut-être interpeller justement, notamment à droite, sur peut-être un laxisme. Éric Dupond-Moretti, c'est l'avocat d'abord et avant tout. Il va falloir qu'il se transforme en étant garde des Sceaux, justement pour ces sujets de réforme pénale peut-être, de procédure pénale. Oui, il va falloir qu'il tienne un discours de fermeté. En lien avec la ligne de Jean Castex, le Premier ministre. Et Éric Dupond-Moretti qui a encore redit cette semaine, que ce soit devant les députés ou devant les sénateurs, que pour lui, la prison, c'était quand même souvent pas la solution, qu'il fallait privilégier les alternatives, que des jeunes en centre éducatif fermé, c'était toujours mieux que des jeunes en prison. Et c'est un discours qui aujourd'hui irrite beaucoup, notamment à droite, où justement on considère qu'il y a une forme de laxisme et que si on était plus sévère et si on punissait mieux les délinquants, il y aurait moins de difficultés. Effectivement, là, on voit donc un déplacement donc de Gérald Darmanin qui retourne 2 fois en 2 jours à Nice. Demain, un déplacement avec le Premier ministre. Les 2 ministres donc de l'Intérieur et de la Justice qui seront forcément un peu en retrait. Jean Castex dit qu'il va faire des annonces importantes concrètes pour lutter contre l'insécurité. Et sans doute qu'ensuite, les ministres devront les mettre en œuvre dans leur ministère. C'est vrai qu'on attend de voir un peu Éric Dupond-Moretti avec cette casquette de sévérité et de fermeté, ce qui n'est pas forcément là-dessus qu'on a pu l'entendre jusqu'à présent. Merci beaucoup à Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Merci aussi à Mathieu Vallet et à Daniel Vaillant. Restez avec nous sur CNews. On continuera de débattre de ce thème. On entendra notamment Éric Piolle, le maire Europe Écologie de Grenoble. Et puis on parlera de politique, justement, l'écologie politique et une possible peut-être entente entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Restez avec nous sur CNews. De retour dans l'heure des pros avec mes invités. Benjamin Morel nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Benjamin, vous êtes docteur en sciences politiques. On poursuit ce débat sur ce sujet de la sécurité et de la capacité, notamment des élus locaux, des maires, à faire face à ces montées de violence. Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts, réélu à Grenoble. Grenoble qui a été autrefois surnommé le Chicago français en raison de violences particulièrement graves dans la ville. Écoutez sa réaction, notamment sur ces déplacements de ministres à l'occasion de ces faits divers. On a entendu tout ça, les coups de menton de Nicolas Sarkozy, les coups de menton de Manuel Valls. On les a vus débarquer un peu partout en France en expliquant que plus rien ne serait jamais comme avant et qu'il fallait nettoyer au Karcher ou il fallait terroriser les terroristes ou il fallait etc. etc. Donc bon, tout ça c'est du vocabulaire. Par contre, dans la coproduction, effectivement, les maires aujourd'hui demandent d'être plus au contact, plus au contact avec les pouvoirs préfectoraux, avec les pouvoirs de police, pour coproduire cette sécurité du quotidien, parce que ça touche notre vie quotidienne et tout ce qui touche nos communautés de vie concerne en premier lieu cet échelon de proximité que sont les maires. Bruno Béchiza, je me tourne une nouvelle fois vers vous, parce qu'en arrière-fond de ces violences, très souvent, c'est le cas à Nice, c'est le cas souvent, il y a le trafic de drogue, la présence policière qui dérange. Comment peut-on mettre fin à ces trafics ? Daniel Vaillant posait la question et s'interrogeait sur la légalisation finalement du cannabis, un sujet qui revient régulièrement dans le débat. Il y a 2 questions très différentes dans votre question. D'une part, comment mettre fin ? Effectivement, c'est pas avec un coup de menton d'un ministre et c'est pas non plus un maire tout seul qui peut le faire. On va classer tous les engrenages. La réponse pénale avant tout, c'est-à-dire la certitude demain de grands trafiquants de stupéfiants, quand ils sont interpellés avec de la marchandise ou qu'on arrive à démanteler un réseau, d'aller systématiquement, dans ce cas-là, en prison, parce qu'on parle de marchands de mort et on parle de trafiquants qui brassent beaucoup d'argent. Donc, réponse pénale adaptée, rapide. Bien évidemment, force policière d'État pour faire l'investigation, parce que c'est à l'État de faire l'enquête, c'est à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et aux services spécialisés. Après, sur le terrain, oui, coproduction avec
des villes en capacité de bien connaître les quartiers. C'est certaines fois, vous savez, des interventions qui ne peuvent pas forcément bien se passer parce que Donc, on voit que la réponse n'est pas univoque. Sur l'idée de Daniel Vaillant, qui est effectivement partagée par certains, je suis contre. La légalisation du cannabis. Je me permets de m'expliquer. D'une part, même si philosophiquement ça peut choquer certaines personnes, je pense que dans certaines sociétés, il faut certains interdits. D'autre part, on a face à soi, et c'est ça que je veux toucher du doigt, j'ai déjà dit, des trafiquants qui brassent des volumes financiers gigantesques. Vous avez des points de deal qui sont à plus de 10 000 euros jour. Vous n'allez pas, en légalisant un produit, par exemple le cannabis, de suite, quelle que soit la forme voulue par Daniel Vaillant, faire en sorte que ces gens vont arrêter le business. Vous légalisez aujourd'hui, je prends un exemple, le cannabis à 10% de THC, la fameuse substance, le tétrahydrocannabinol. Vous la légalisez. Vu les enjeux financiers qu'il y a derrière, ils mettront sur le marché un autre produit pour recréer une dépendance et une économie parallèle. Parce qu'ils ne lâcheront pas le terrain, tellement les enjeux financiers sont gigantesques, voire mondiaux. Quand vous voyez le marché de la cocaïne aujourd'hui, ce n'est pas franco-français. Benjamin Morel, sur cette question de la légalisation du cannabis qui revient régulièrement dans le débat parce qu'à chaque fois, voilà, on parle de règlement de compte, souvent sous fond de trafic de drogue. Oui, ça revient comme un serpent de mer en effet dans le débat. Quand on prend les exemples étrangers, il faut être un peu plus nuancé. Il y a du pour, il y a du contre. Dans la réalité, vous n'avez pas qu'une question d'effectivité de la mesure. Vous avez également une question de devoir être de la société. C'est ça le droit, même si ce n'est pas effectif. C'est également une visée que collectivement on veut avoir. Donc là, c'est un vrai débat. Mais c'est un vrai débat qu'on doit avoir, à mon avis, sur la base des valeurs et pas justement sur la base de l'effectivité. Après, j'aimerais revenir rapidement sur cette question de la coproduction de la sécurité. C'était le grand mantra de Gérard Collomb lorsqu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur. Là, il y a en effet beaucoup de progrès à faire, si vous voulez. Si on veut aujourd'hui arriver à reconstruire une sécurité réellement du quotidien, il y a en fait 3 piliers. Vous avez le pilier police nationale, qui est un pilier sinistré. On en a souvent parlé sur ce plateau. Très clairement, la fonction publique d'État, qui n'a pas augmenté depuis le début des années 2000, alors que la fonction publique territoriale et hospitalière, elle, a augmenté, est aujourd'hui le parent pauvre des réformes. Donc là, il va falloir mettre des moyens si on va avoir une sécurité plus effective. Ensuite, vous avez en effet la police municipale. Le problème de la police municipale, c'est que vous avez un facteur d'inégalité, parce que les villes les plus sinistrées économiquement ne sont pas toujours celles qui ont les moyens d'avoir de la police municipale. Ensuite, il y a un troisième pilier, c'est la sécurité privée. Et là, on a de vrais problèmes avec un rapport de la Cour des comptes, notamment qui était paru il y a quelques années, qui montrait que le CNAPS, qui homologue les agents, est aujourd'hui très dysfonctionnel. Si on n'agit pas sur ces 3 piliers, on n'agira pas en réalité. Laurent Geoffrin, un petit mot sur ce sujet de société, du cannabis, puisque vous êtes le fondateur de le débat de la légalisation. Il y a des pays qui l'ont fait, et ça a eu des résultats contrastés. Il y a une logique là-dedans, effectivement, qui consiste à assécher le marché. Moi, j'ai un message sur les consommateurs actuels. Parce que c'est festif, le cannabis, la cocaïne, tout ça, et c'est très répandu. Paris, par exemple, il y a beaucoup de gens. Vous savez qu'il y a tout un débat sur la traçabilité des produits, qui est introduit souvent par les écologistes, qui disent il faut regarder si tel produit n'a pas été fabriqué dans des conditions mauvaises. Mais aujourd'hui, le cannabis et la cocaïne, la traçabilité, c'est le crime, c'est la torture, c'est la violence absolue. Et c'est le mépris absolu de toute loi. C'est ça, le cannabis d'aujourd'hui et la cocaïne d'aujourd'hui, quand on trace, ça vient de là. Donc vous rejoignez un peu ce que dit Béchiza, vous vous méfiez, vous êtes prudent sur ce débat sur la légalisation du cannabis. Écoutez, je connais un peu les Pays-Bas, ça a l'air de marcher. Qu'est-ce que je vous dis ? Ça a l'air de marcher. Donc la consommation n'a pas explosé non plus. Du point de vue de la santé publique, c'est pas non plus des résultats très mauvais. Et est-ce que la délinquance s'est réduite ? Je crois que les Pays-Bas sont une nation assez sûre. Donc ça peut marcher, ça s'étudie. Mais je répète, encore une fois, aujourd'hui, il y a une irresponsabilité des consommateurs actuels qui font semblant de croire que c'est un dealer sympathique qui vient leur vendre comme ça pour pas trop cher un petit produit. Mais ça vient d'un monde cruel et épouvantable.
prendre l'avis de l'avocat. Votre réaction sur ce sujet et sur ce que disait tout à l'heure Noémie Schulz sur les premiers pas d'Éric Dupond-Moretti qui se rend donc à Nice aux côtés de Gérald Darmanin et du Premier ministre. Alors, sur le plan du cannabis, ce qui est assez choquant, c'est qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on ne peut pas endiguer le phénomène. Et comme on n'arrive pas à endiguer le phénomène, on n'arrive pas à lutter contre l'infraction, on va lever l'infraction tout simplement. La démarche intellectuelle est très très choquante. Je pense que l'État a besoin, au contraire, d'autorité. L'État a besoin d'autorité. Et la police ne peut fonctionner que si elle est à proximité des gens et si elle a une réelle autorité. L'autorité lui est donnée par quoi? L'autorité lui est donnée par la loi et par son application. Le problème aujourd'hui, c'est l'impunité. Et c'est là qu'il faut travailler. Et je pense que Éric Dupond-Moretti aura beaucoup de difficultés parce qu'il arrive dans un ministère dans lequel la culture de l'excuse est très ancrée. Le délinquant, et notamment le délinquant primaire, le délinquant qui commence sa vie délinquentielle, il est totalement excusé en permanence. Et donc il ne comprend pas au début la réaction. Pourquoi est-ce qu'il est totalement excusé Mais vous pouvez vous dire ça, en permanence? Eh bien parce que je fais partie du monde de la gauche, j'ai jamais excusé le mineur délinquant. Excusez-moi. Le mineur délinquant. Il y a une responsabilité individuelle aussi, il n'y a pas que la responsabilité collective. En réalité, quand on est au tribunal... Vous répondez pas à ma question. Eh ben je suis en train de le faire. Allez-y. Quand on est au tribunal, le mineur délinquant n'est jamais condamné. Jamais. Au début, il a des admonestations. Il y a ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Et puis une certaine réticence. Mais vous voulez la remettre en cause? Une certaine réticence à condamner un jeune. Donc on ne condamne pas les jeunes. Et y compris lorsqu'ils sont entrés véritablement dans la délinquance forte. J'ai le cas à Lyon d'un jeune qui avait 17 ans, 40 mentions, et le juge se demandait s'il fallait le mettre en prison. Il avait tenté de tuer un policier. Ça, c'est la réalité quotidienne dans des cas extrêmes, les tribunaux. Non, ce ne sont pas des cas extrêmes, ce sont les cas quotidiens que je vis au tribunal. Ensuite, vous avez les jeunes majeurs. Mais avant de mettre... Non, mais si je réponds à votre question. Il faut aller au bout. Parlez tout seul, c'est pas grave. Non, mais il faut aller au bout de cette problématique. Elle est majeure. Je vous dis qu'Éric Dupond-Moretti aura beaucoup de difficultés à intégrer un ministère dans lequel le ministre de l'Intérieur demande de l'autorité, parce que Mais vous pensez qu'il n'a pas obtenu des garanties, peut-être? On est dans le monde de l'impunité complète au quotidien de la justice. Alors, mais Laurent Geoffrin et puis Benjamin Morel, le fait de distinguer mineurs et majeurs en matière de délinquance a été considéré historiquement comme un progrès de la civilisation, quand même. On se souvient de l'ancien temps où on mettait les enfants en prison. Vous faites une faute, il faut quand même... Il y a des contrats constitutionnels là-dessus qui fait que là-dessus, on ne sait pas. C'est un peu normal qu'on juge les mineurs différemment des majeurs. Alors, totalement, malgré le fait que certains mineurs, quand ils ont 17 ans et qu'ils font 2 mètres... Quand ils approchent la majorité, c'est différent. J'entends bien, mais il faut bien mettre une frontière. Oui, mais chaque acte de délinquance doit donner lieu à une réponse. Ça, je suis d'accord. Une réponse dans laquelle... Parce que dans peine, il y a pénible. La pénibilité de la peine, ça existe. Et la certitude de la peine, ça existe aussi. Il faut que la personne qui enfreint la loi sache qu'elle va souffrir. Bruno Béchida, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes, enfin de très jeunes délinquants Pas de plus en plus, mais par contre, effectivement, de plus en plus jeunes. Ouais. C'est pas le volume, c'est l'âge, en particulier dans le stupéfiant. Quel âge? Parce que les grands dealers comprennent bien qu'il vaut mieux prendre un gamin de 13 ans. 13-14 ans. On peut aller plus bas. Parce qu'effectivement, on en revient, il y a des donneurs d'ordre. C'est pas le gamin qui d'un seul coup. C'est pas tellement que les mineurs soient spontanément plus délinquants, ça peut exister. Mais c'est qu'ils sont embrigadés dans un système où ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a une somme colossale. Il y a une particularité de la justice des mineurs, ça de toute façon c'est constitutionnellement garanti, donc il n'y a pas de mystère. Mais en effet, le problème actuellement, quand vous avez affaire à des primo-délinquants, c'est une sanction qui ne soit une sanction rapide et une sanction, je serais tenté de dire, intimidante. L'intimidant ne signifie pas forcément une sanction lourde, mais une sanction qui rappelle réellement l'existence de l'État et de la sanction aux mineurs. Le problème dans ce qui est envisagé actuellement, et on va voir quelle tête ça prend, si vous voulez, mais cette justice de proximité qui n'a rien à voir avec ce que c'était jadis, c'est l'idée de dire on va avoir un juge sur place qui va sanctionner rapidement. Est-ce que vraiment la rapidité est le premier problème? Non.
Le problème, encore une fois, ça joue c'est pour les victimes, ça joue. Par ailleurs, la proximité, on l'a perdue avec la création des tribunaux judiciaires. Donc là, il y a un autre problème. Par ailleurs, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous voyez par exemple que, exemple un petit peu décalé, quand vous avez un palais de justice moderne, aujourd'hui on aime beaucoup mettre les palais de justice dans les banlieues des grandes villes, dans des immeubles modernes. Et quand vous avez le vieux palais de justice à colonnes, forme corinthienne, etc., eh bien, le palais de justice ancien est beaucoup plus intimidant pour le justiciable que la nouvelle structure moderne. Ah bon alors là, vous nous parlez d'architecture, c'est étonnant. Mais c'est l'incarnation de l'État, si vous voulez. Donc le fait de dire... Il faut mieux des colonnes. Exactement. Le fait de dire on va les juger sur place, etc., et d'une certaine façon, un juge, je caricature un peu, mais en bras de chemise, qui tout de suite inflige la sanction, aura probablement sur ces primo-délinquants bien moins de force que justement le fait d'aller une fois dans sa vie dans un palais avec des colonnes corinthiennes et sentir que là, il y a l'État. Là, il y a l'autorité. On n'a pas vraiment pris ce chemin avec le nouveau palais de justice de Paris, construit dans le 17e arrondissement. Je ne voulais pas en cibler un, mais celui-là est quand même assez caricatural. Voilà. Qui pourrait très bien s'inscrire dans le quartier des Tours de la Défense. C'est un centre commercial, oui. Au quotidien, c'est un centre commercial. C'est triste parce qu'on a perdu justement ce côté sanctuaire, solennel. Vous avez gardé la robe, rassurez-vous. On a gardé la robe, mais le traitement des affaires pénales est tel que véritablement, celui qui y passe a l'impression de passer au centre commercial. Un dernier mot peut-être, Bruno Béchiza, sur ce thème. Là-dessus, c'est que je crois dans les symboles républicains. Effectivement. Et c'est pas du décorum, l'uniforme. Aujourd'hui, redonner effectivement, Chevènement disait la République n'est pas un régime de faiblesse. Effectivement, il y a effectivement des rituels républicains qui ont leur rôle à jouer. Allez, on en termine là sur ce thème. On reparlera bien entendu sur CNews et on suivra les visites sur le terrain des membres du gouvernement, le Premier ministre demain à Nice. Et on s'intéresse à l'avenir de la gauche, de la social écologie, ce que disait Éric Piolle, le maire d'Europe Écologie Les Verts, ce matin sur l'antenne de CNews, avec ce sondage paru dans l'hebdomadaire du Point, réalisé par nos partenaires de l'IFOP, et qui nous révèle que la France est de plus en plus à droite, avec un sentiment pour les Français, donc à qui on a demandé de se catégoriser au centre, à droite ou à gauche. Eh bien, le total droite est à 39% au mois de juillet de cette année, 5 points de plus en un an. Laurent Geoffrin, vous avez lancé en début de semaine, lundi, un mouvement, oui. Parce que vous vous dites il y a un énorme chantier à faire de reconstruction. Si rien ne change, le scénario est écrit, vous aurez... On va revoir ce sondage, le total gauche qui recule de 3 points en un an. Si rien ne change, vous aurez au premier tour des candidats très estimables, très valeureux, qui vont faire un score un peu court, et au deuxième tour, on recommence... Macron, Le Pen, ou bien variante droite, extrême droite, autre variante éventuelle, Mélenchon, Le Pen, qui n'est pas très affriant non plus. Et donc, on va dans le mur, là. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Qu'est-ce qui doit changer ? Il doit changer qu'il y a une gauche radicale, il y a une gauche écologiste, elles ont leur légitimité, c'est pas la question, mais la gauche que j'appelle, moi, réformiste, la gauche qui agit, la gauche qui fait, la gauche qui change les choses, celle-là n'est pas assez représentée. À l'échelle municipale, elle l'est, on l'a bien vu, et ça donne des résultats. Malgré le fort taux d'abstention, vous avez des victoires qui sont liées précisément à l'alliance de ces deux gauches. Au niveau national, c'est encore insuffisant. Il faut refonder ce réformisme de gauche qui est un réformisme des solutions. C'est une gauche des solutions qui doit maintenant renouveler son logiciel. Donc Laurent Geoffrin, vous avez quitté vos responsabilités au journal Libération. Oui. Vous lancez ce mouvement. Donc au moment de la signature, 140 personnalités avaient signé cet appel. On en est toujours là. Il y a eu un mouvement. 2000. On est monté à 2000 en 2 jours. Avec des personnalités. Avec beaucoup de gens. Non, pas des personnalités. Enfin, il y a des personnalités dans l'appel initial, mais dans les gens qui rejoignent, c'est des militants. Parmi les personnalités, il y a notamment Mazarine Pinjot, Laura Adler, Agnès Jaoui. Oui, et bien d'autres, parce que là, vous choisissez. Là, non, il y avait 140 personnes, il y avait connus, pas connus, beaucoup de pas connus, des gens, des militants d'ONG, des mouvements associatifs. Et là, maintenant, on est à 2000, c'est pas mal.
en 2 jours, hein, et ça va continuer. Et donc on crée une association, c'est pas encore un parti, hein, c'est une association qui a pour fonction de réfléchir et à ces questions de fond, à ces nouvelles questions qui se posent à la société française, qu'il faut affronter directement, qui sont les nouvelles inégalités, qui sont la transition écologique, qui sont les discriminations dont sont victimes les minorités, la parité homme-femme. Il y a toutes ces questions-là qui sont des questions relativement neuves, qui ne faisaient pas partie de beaucoup du logiciel classique, hein, de la social-démocratie, qui s'occupait des salariés, qui était une masse exploitée mais homogène. Aujourd'hui, le salariat est éclaté, donc il faut penser différemment le code du travail, il faut penser différemment la transition écologique, il faut penser différemment l'application des valeurs républicaines et des valeurs de laïcité auxquelles je suis extrêmement attaché. Donc il y a tout un travail de mise à jour de nos idées, de nos thèses, et il y a un travail stratégique, parce qu'encore une fois, si la gauche réaliste est faible, il n'y a aucune chance de gagner. Il n'y a aucune chance. Est-ce que les résultats de cette étude de l'IFOP, publiée dans Le Point, vous étonnent finalement? Oui, elles sont assez étonnantes. Alors elles sont assez étonnantes, oui et non. C'est-à-dire que les tendances, on les a vues dans plusieurs enquêtes d'opinion. Après, on ne les a jamais vues aussi prononcées dans les autres enquêtes qu'on avait pu avoir depuis quelques années. Donc il faut également nuancer. Ça reste une enquête, mais c'est une tendance qui aujourd'hui est structurelle. C'est-à-dire qu'on a eu un premier mouvement de convergence vers les centres, qui a notamment été marqué par l'élection d'Emmanuel Macron. Donc une partie de l'électorat de gauche qui ne se disait plutôt de gauche, mais plutôt centriste. Aujourd'hui, on voit un décalage, une dérive de cet électorat vers le centre droit. Mais il y a plus que ça. Parce que ça reste un peu la face émergée de l'iceberg, si vous voulez. Il y a 2 phénomènes. Un qui est plutôt rassurant pour la gauche et l'autre qui est plutôt inquiétant. Le premier phénomène, c'est qu'on voit une rupture aujourd'hui entre un bloc composé des élus et des militants et un autre bloc qui est composé des électeurs. À droite, c'est intéressant parce que la vraie rupture, elle est entre les élus et les militants ressemblant plutôt à leurs électeurs. Là, très clairement, on a une gauche partisane et associative qui semble évoluer un peu en vase clos par rapport... C'est-à-dire un écosystème un peu déconnecté de la réalité à gauche. Notamment du point de vue des valeurs, etc., qui implique également, qui a conduit une partie de ces électeurs-là à lorgner plutôt du côté de la droite, qui a su, notamment l'extrême droite, bien composer en mariant logiciel social et en renouvelant là-dessus le logiciel identitaire. Donc là, il y a un premier danger pour la gauche. Il y a également une perspective plus optimiste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une anomie électorale beaucoup plus grande. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un hors militant, hors personne très politisée, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, la réalité, c'est que la réponse n'est pas évidente. Que les vieilles identités politiques ancrées, structurelles qu'on avait connues dans les années 70, 80, même 90, aujourd'hui sont en grande partie dissoutes. Donc vous avez un ancrage qui est un ancrage conjoncturel, quotidien, qui est lié à une écoute de l'actualité, mais qui peut très très vite bouger. Et cette enquête-là, à mon avis, ne signifie pas forcément un rapport de force structurel. Ça implique en revanche, en effet, pour les partis de gauche, de vraiment repenser aujourd'hui leur logiciel. Ce décalage dont vous parlez est dangereux parce qu'on ne peut pas laisser l'hégémonie intellectuelle à la gauche radicale. Elle est utile. Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon, par exemple? Par exemple, ou à certains écologistes. Ils sont très utiles. Ils découvrent des choses, ils sont protestataires, ils sont virulents. Et il en faut. Il y a de la colère dans la société. C'est très bien. Mais il faut aussi qu'il y ait un complément de gens qui fassent des propositions qui répondent aux préoccupations actuelles et qui donnent des propositions qui tendent à rassurer ou à donner des réponses concrètes à des questions nouvelles. Et ça, il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, cette gauche restera minoritaire. Il faut la rééquilibrer. Et il faut que ça soit une gauche de transformation sociale. Le réformisme de gauche, c'est pas le syndicat des mous. Ce sont des gens qui ont fait des grandes réformes. Ce sont des gens, je ne vais pas en faire la liste, mais enfin vous la connaissez. Ce sont des gens qui ont gouverné, donc qui ont fait les choses. La gauche radicale, elle ne gouverne jamais, de toute façon, donc elle ne peut pas se tromper. Il faut bien comprendre, il faut bien comprendre qu'Emmanuel Macron, en 2017, n'émerge pas du néant ni d'une forme d'erreur historique. Entre le centre-gauche, à l'époque plutôt valsiste, et le centre-droit, il y a une vraie communauté sur les questions économiques et sur les questions de valeurs. Donc aujourd'hui, très clairement, dire qu'il y a plus de points communs entre ce centre-gauche et la gauche mélenchoniste qu'entre le centre-gauche et le centre-droit, c'est quand même un peu une gageure. Allez, restez avec nous sur CNews. On continue de parler de ce sondage de l'avenir de la gauche et des perspectives pour la droite. Je vous interrogerai notamment Bruno Béchéza. Vous avez été réélu à la tête de votre ville. Restez avec nous sur CNews.
De retour dans l'heure des pros avec mes invités Laurent Geoffrin, Benjamin Morel, Bruno Béchiza et Maître Liénard. On continue de parler de la transformation politique et peut-être celle du président de la République face à un phénomène de société qui nous concerne tous, l'avenir de l'environnement, la transition climatique et énergétique, tente peut-être de verdir un peu sa politique. Écoutez ce qu'en pense Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Il était l'invité de la matinale de CNews. Le départ de Nicolas Hulot, pour moi, a été le signal qu'il n'y avait rien à faire si même Nicolas Hulot n'a pas réussi à infléchir la ligne de Macron. Malheureusement, on le voit, la mise en œuvre du CETA est un exemple très fort. Ces traités de libre-échange internationaux qui mettent la pression sur nos paysans, qui mettent la pression sur notre commande publique, qui déconstruisent finalement ce qui est au cœur de nos vies. Là, il faudrait arrêter. Donc moi, les projections qui disent on va faire des choses dans le futur, alors qu'il dit non, on ne touche pas à l'argent et puis finalement le reste, on verra plus tard. Ça ne me convient pas. Il faut faire des actes là tout de suite. Les Français y sont prêts. C'est ça qui a été signalé de façon très forte lors de ces élections municipales. Et c'est ça qu'il y a aujourd'hui encore devant nous comme défi en France. C'est un beau défi parce que ça a du sens pour nos vies quotidiennes. Ça a du sens pour le logement, pour la mobilité, pour l'alimentation, pour la santé. Des sujets qui nous préoccupent au quotidien. Bruno Béchiza, vous avez été réélu, élu en 2014. Il y avait une vague bleue, réélu cette année à la tête de votre ville. Est-ce que vous avez été élu et vous avez fait campagne sur des thématiques, je dirais, classiquement de droite, parce que, comme le sondage précédemment l'indiquait, la France et les Français semblent se déporter vers la droite, ou est-ce que vous avez tenu compte de cette sensibilité, de ces sujets qui montent notamment parmi les plus jeunes, l'écologie notamment? Sans abreuver de chiffres, mais on constate quand même que plus de 50% des maires des villes de plus de 9000 habitants, on a beaucoup parlé des grandes villes qui se verdissent, appartiennent plutôt à ma famille politique, parce qu'il y a du divers à droite. Voilà. Et bien souvent, ils ne sont pas réélus parce que notre parti est formidable. On sait très bien qu'en ce moment, notre parti n'est pas au mieux de sa forme. Ils sont réélus parce que pendant 6 ans, ils ont fait des politiques pragmatiques. Quand on est maire d'une grande ville de banlieue, pourtant, quand on arrive en 2014 avec marqué sur son front « ancien flic sarkozyste » et qu'on dit « mais qu'est-ce qu'il vient faire en Seine-Saint-Denis dans une ville sociologiquement à gauche avec des quartiers difficiles ?» Il est élu à 60% et il est réélu au premier tour à 59%. Parce qu'effectivement, au niveau local, c'est pas Paris qui dit ce qu'on va faire, c'est localement où on écoute, on est sur le terrain. Et je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas qu'on oublie dans certains types d'élections, et la présidentielle en fait partie, c'est l'incarnation. Je pense qu'aujourd'hui, pour pallier des fois des problèmes de flottabilité de l'idéologie, qu'il y ait des repères physiques, ça veut dire un maire qui est dans toutes les associations, dans les clubs de sport, qui est sur les marchés, qui est au contact de ses commerçants, ça incarne et ça redonne confiance dans la politique au sens noble qui fait qu'une ville comme Tremblay, il n'y a plus de parti communiste français, pourtant il y a un maire communiste depuis 5 mandats et qui est élu au premier tour à 70% parce qu'il est là. Et moi, ça me redonne confiance dans la politique parce que ça veut dire qu'effectivement, on revient certaines fois au concret. Sur le fait de se verdir, là encore, moi je ne suis pas dans l'idéologie. J'ai 5 enfants que j'élève dans ma ville. J'habite dans ma ville. J'ai un canal de l'Ourcq. J'ai des zones vertes. Donc oui, je fais des trames vertes. Oui, je parle déchets. Oui, je parle de ce cadre de vie, mais pas par idéologie, par pragmatisme. C'est là où effectivement, certaines fois, peut-être y avoir une différence. Je n'attends pas les petits éléments de langage de mon parti politique pour prendre des décisions. Quel que soit le gouvernement, s'il y a des bonnes mesures, je les applique. Quand je ne suis pas content, je le dis aussi, mais ce n'est pas par idéologie. Est-ce qu'en 2022, on va avoir un arc social écologique face à un arc identitaire sécuritaire? C'est possible. Mais je vais poursuivre ce que dit M. Béchiza, et ce que disait Piolle, c'est que pour que la mutation écologique ait lieu, il y a un préalable, c'est qu'il faut se référer à des valeurs de gauche. Il peut y avoir une écologie de droite, c'est pas interdit du tout. Mais si vous voulez que ça marche, il faut qu'il y ait l'équité sociale. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. On prend une mesure écologique qui est justifiée sur le papier, consistant à augmenter la taxe carbone, et vous avez 1 an de mouvement social. Incroyable.
Si les classes populaires, notamment, ont le sentiment que la politique écologique va se diriger contre elles, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un effort d'équité, un effort de redistribution, un effort de protection pour que la stratégie écologique se mette en place. Et il faut une deuxième chose qui relie là également la gauche et l'écologie, c'est qu'il faut une planification. Sur ce plan-là, je suis en désaccord avec Mélenchon sur beaucoup de choses, sur ce plan-là, il a raison. Il faut, d'ailleurs il en est question, rétablir un commissariat au plan, il faut qu'il y ait un vice-premier ministre. Donné peut-être à François Bayrou, oui, qui serait donné à François Bayrou. Il faut un vice-premier ministre chargé de l'écologisation de la politique publique, de l'ensemble, et il faut que ça soit branché avec un plan industriel, commercial, agricole, qui organise la transition écologique. Un dernier mot, Benjamin Morel, juste sur ce thème, et puis ensuite on... Sur le thème 2022, j'aurais bien du mal, si vous voulez. Aujourd'hui, très clairement, on n'a pas de visibilité à 6 mois. On va en plus avoir une crise sociale et économique importante qui va rebattre les cartes électorales. Si vous prenez les présidents de la République 6 mois avant, lors des dernières élections, ils s'appellent Jospin, Balladur, Juppé. Donc bref, aujourd'hui, tout est très très flou. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, vous voyez que vous avez un électorat très fidèle. C'est l'électorat du Rassemblement national. Celui-là, il sera probablement derrière Marine Le Pen en 2022. On a un pôle structurel. On a un pôle complètement éclaté aujourd'hui, qui est le pôle de gauche. Est-ce qu'il y aura une candidature unique, ou en tout cas au moins 2 candidatures pour l'emporter? On va avoir un seuil de qualification assez bas, vers 20%. Donc il faut arriver à coaliser ce pôle pour l'emporter. Après, vous avez des pôles plus difficiles à cerner, qui sont les pôles de droite et le pôle macronien, on va dire, où là vous avez une interpénétration des électorats dont on a vu qu'ils pouvaient se replier sur la République en marche ou sur les Républicains, aux européennes ou aux municipales. Donc là, il va y avoir une vraie lutte autour de cet électorat aujourd'hui qui est très très fluide et qui va probablement être l'une, voire la clé de la présidentielle. Allez, on en reste là sur ce thème. On en reparlera bien entendu. L'avenir de la gauche, la présidentielle de 2022 qui se met déjà en place. On va parler maintenant d'une affaire qui concerne notamment, mais pas uniquement, la mairie de Paris, avec cette réaction d'Anne Hidalgo. Le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons. C'est un tweet de la maire de Paris après la démission de son adjoint en charge des affaires culturelles, Christophe Girard. Christophe Girard qui hier a publié un communiqué pour expliquer sa décision et s'inquiéter. Mêlé à l'affaire Maznef, Christophe Girard estime que la culture et la liberté totale de création sont à mes yeux plus que jamais vitales et nécessaires dans une société fracturée et socialement divisée. Il est bien sûr la cible, Christophe Girard, de manifestations, de protestations, notamment d'Europe Écologie Les Verts, qui organise un rassemblement hier. Je me tourne vers vous, Maître Liénard, avocat. Est-ce que cela vous inquiète, ce droit piétiné par la rumeur, ces amalgames et ces soupçons qui poussent un élu à la démission ? Oui, moi je suis très inquiet des violations complètes de présomption d'innocence d'une manière générale et quand on prend vraiment de l'altitude. On peut estimer qu'on peut avoir un doute sur une personne. Quand on a un doute sur une personne, qu'est-ce qu'on fait ? On recherche, on analyse, on entend, on confronte avec des preuves. On ne lance pas une rumeur, on ne lance pas une vérité absolue dans les journaux en disant voilà cette personne est ceci ou cela, en la jetant au pilori. Et je constate que tous les jours on jette des gens au pilori de la clameur publique. Quelquefois on a envie on a le sentiment qu'on a envie de les pendre au lampadaire et c'est abject. Une société c'est pas ça. Une société ça doit être apaisé, ça doit être serein et quand on a un doute sur une personne on doit rechercher calmement. Alors je rappelle que Christophe Girard est accusé d'avoir soutenu Gabriel Maznef et qu'il est visé par une enquête interne de la mairie de Paris, mais c'est tout. Laurent Geoffrin, vous avez été surpris par la démission de Christophe Girard. Oui. Le matin même, Anne Hidalgo le soutenait encore dans la presse. On a intitulé le thème de ce débat la cancel culture, le boycott à l'état pur. Dans le cas de Girard, ça me paraît manifestement excessif. Donc on aille chercher des faits graves qui se sont produits, y compris il y a longtemps, d'accord, mais lui il n'est pas accusé de faits, il est accusé d'avoir soutenu quelqu'un. Et ça s'est passé quand même il y a très longtemps. Oui, dans les années 86, 87, pour ce qui est c'était il y a 30 ans. Alors il y a 30 ans, on va chercher. Alors si c'est un crime commis par quelqu'un, d'accord, s'il n'est pas prescription. S'il n'y a pas prescription. Il n'y a pas prescription. D'accord, mais c'est pas ça. On n'est pas dans cette configuration. Girard,
c'est quelqu'un de très actif qui a défendu beaucoup de causes parfaitement justes, notamment celle des minorités discriminées. Et il a mis beaucoup d'énergie. Et alors, on lui ressort une affaire d'il y a 30 ans qui est pas très nette. Autant Matzneff me paraît épouvantable, mais il y a aussi une affaire de chronologie, quoi. À l'époque, Matzneff, il était invité partout. Donc Girard a peut-être commis une erreur, mais il a commis une erreur qui était liée à une erreur collective. Donc il paye pour une erreur collective. C'est pas de la justice, hein. C'est pas de la justice judiciaire, mais c'est même pas de la justice morale. Donc on parle de la justice de rue, la justice des réseaux sociaux. C'est le danger, c'est les excès. Autant MeToo, c'est parfaitement justifié comme cause. Le féminisme est une grande cause, il faut la défendre. Mais ce type de... ça fait un peu chasse aux sorcières, quoi. Mais c'est surtout extrêmement puissant, finalement, je crains que ça risque de déconsidérer la cause. Alors certes, il y a des messages, mais on parle là de messages notamment sur les réseaux sociaux, parce que finalement, la manifestation à l'initiative d'Europe Écologie Les Verts hier n'a réuni qu'une vingtaine de personnes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Benjamin Morel, on a de l'état de notre société et de clouer au pilori ainsi parfois pour des raisons obscures encore. Oui, mais cette capacité aujourd'hui à mettre au bord du gouffre une personnalité en disant vous démissionnez parce que ce n'est pas possible. Elle peut être politique ou culturelle d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui pose réellement problème et sur lequel on n'a pas de solution. Je crois qu'aujourd'hui on a la confusion entre trois notions qui sont peut-être au cœur de notre problème. D'abord la politique. Très clairement, là, qu'il y ait des problèmes de coalition au sein de la mairie de Paris avec les Verts qui poussent à la démission, peut-être, ok. Bon, voilà. Là, on est dans de la politique politicienne. Je serais tenté de dire, on peut le comprendre. Ensuite, vous avez le droit. Deuxième notion. Là, très clairement, quand vous avez une personnalité qui n'a pas enfreint la loi, la pousser à la démission ou il n'est pas visé par une enquête, voilà. Il n'est pas mis en examen. Voilà. Il est entendu dans une enquête interne. Et là, je ne parle même pas de la présomption d'innocence, parce que théoriquement, il faudra attendre la condamnation. Mais bon, quand bien même on accepte cette sorte de jurisprudence politique qui vise à dire la mise en examen implique démission, au moins il y a un minimum d'investigation. Là, on n'a rien du tout. Donc là, ça devient très très problématique. Troisième notion, c'est la morale. Et donc, on est tenté de dire que la morale se substitue au droit parce qu'aujourd'hui, il faudrait une classe politique qui soit extrêmement morale, exemplaire. Le problème, c'est que la morale, c'est quelque chose que chacun voit à sa porte. Le problème de la morale, c'est que c'est quelque chose qui n'est acté par aucune autorité, aucune règle de droit qui viserait à dire... Finalement assez personnel. Voilà. Là, vous avez franchi la limite et là, du coup, vous pouvez, on peut vous le reprocher. Comme c'est quelque chose qui est profondément personnel, profondément individuel, et que qui plus est, quand vous franchissez les frontières morales selon autrui, vous ne le savez pas, et bien du coup, vous vous retrouvez face à une insécurité du personnel politique qui risque à terme de devenir extrêmement déstabilisante, et aujourd'hui, on le voit dans un certain nombre d'enquêtes, également extrêmement désengageante. Parce que ce à quoi on assiste ces dernières années, c'est que la carrière politique est de moins en moins attractive. D'abord parce que par rapport à ce que pensent beaucoup de Français, elle n'est pas si rentable. En l'occurrence, pour Christophe Girard, il y avait... Oui. Dans son communiqué, il explique que sa vie politique, elle est plutôt sa vie politique, derrière lui. Mais il faut penser aux jeunes générations aujourd'hui. Vous avez raison. Dans le cadre, par exemple, de Gérald Darmanin. Voilà. Et ces jeunes générations qui rentrent en politique aujourd'hui hésitent à franchir le pas parce que c'est pas si rentable, premièrement, et deuxièmement, vous avez une insécurité et vous avez un risque qui devient extrêmement important avec une vie personnelle qui est de pied. Le niveau de haine, moi je le vois. Je commence. Mais depuis que j'ai annoncé ça, alors le niveau de haine est monté d'un cran. Alors, je suis habitué, parce que déjà... Supérieur à celui que vous pouvez vivre, entre guillemets, quotidiennement en tant que... Depuis toujours, parce qu'il y a un phénomène pour des gens comme moi de la gauche démocratique, c'est que l'extrême droite attaque la gauche, l'extrême gauche attaque pas la droite, mais la gauche. Donc double ration. Donc je suis habitué à ces trucs-là. Mais alors depuis 5 jours, c'est monté d'un cran. Là. J'ai attaqué sur tous les plans, vie personnelle, passé, etc. Je m'en fous. Entre nous, je suis habitué. Ça fait longtemps que ça se passe comme ça. Mais il faut reconnaître que pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est un peu rébarbatif. Donc je vais essayer de devenir un représentant de mes concitoyens. Et on va alors m'éplucher tous les moindres faits et gestes, avec aucun sens de la profondeur chronologique. Ça s'est passé il y a 35 ans, ça fait rien, c'est comme si c'était aujourd'hui, etc. Les gens disent, écoutez, je vais plutôt faire écrivain, ou je vais plutôt faire journaliste, ou je vais plutôt faire banquier, c'est quand même plus peinard, quoi. Maître Liénard, vous avez eu à subir, entre guillemets, pas forcément personnellement, mais des affaires que vous avez pu suivre, médiatisées,
et avec les réseaux sociaux notamment qui s'en emparent et qui peuvent avoir des conséquences lourdes. Si Twitter est le juge de la moralité, il y a vraiment du souci à se faire, parce que effectivement, et c'est une justice expéditive en tous les cas. C'est une justice stupide, parce que les choses qui sont publiées par certains sur Twitter sont stupidissimes. Ça n'est pas intelligent du tout. Ils ne connaissent rien à une affaire et ils sont capables de la juger mieux que celui qui l'aura instruite pendant 10 ans. Moi, j'ai dans mes dossiers actuels qui sont très médiatisés, je lis des choses sur les policiers que je défends. Les gens qui écrivent ces choses pensent mieux connaître les policiers que je défends que moi qui les ai rencontrés pendant des heures ou pendant des années. Donc, excusez-moi, mais Twitter, les réseaux sociaux, cette immédiateté du n'importe quoi, c'est grave et c'est inquiétant. Tout ça se faisant toujours dans la parfaite impunité. Parce que le lancement d'un propos diffamatoire, pour pouvoir le caractériser et pour pouvoir le faire sanctionner aujourd'hui avec le secret des sources des journalistes, avec cette violation constante des secrets de l'instruction et de l'enquête, ça devient très complexe. Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui et ne jamais en subir les conséquences. C'est inquiétant. Oui. C'est presque gênant d'ailleurs au quotidien. Bruno Béchiza, le droit qui est piétiné par la rumeur, par des intox parfois sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi eu à en subir parfois les conséquences. Vous vous méfiez de on le subit tous. Des réseaux sociaux. Geoffrin faisait part de son expérience. 20 ans de policier, c'est rien par rapport à 6 ans de politique où effectivement, après, il faut avoir le cuir tanné, bien évidemment. Tout à l'heure, je vous parlais de repères républicains. Quand on parle de légitimité, d'élection, de représentativité, tous ces mots-là sont balayés. Vous avez des apprentis experts qui apparaissent sur les réseaux sociaux, qui ne représentent qu'eux-mêmes, voire certaines fois ils ne sont pas d'accord avec eux quand ils utilisent des pseudos avec plusieurs identités. Et ils ont réussi, eux, ce qu'aucun gouvernement n'a réussi, c'est la simplification de la chaîne pénale. Ils dénoncent, ils enquêtent, ils font les procureurs, ils font les juges et ils font les bourreaux. Voilà. C'est aujourd'hui, malheureusement, ce que subissent beaucoup d'hommes publics, mais c'est valable aussi dans l'entreprise. Aussi. Et ça pose question. Et demain, effectivement, ça peut poser question sur certaines vocations et en arriver à avoir de la médiocrité parce qu'on a certaines personnes qui voudront se protéger. Et à la fois, pour autant, les réseaux sociaux censurent parfois. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le message publié par Marion Maréchal qui estime que pour contourner la censure de Twitter, beaucoup d'utilisateurs s'inscrivent sur un autre réseau social qui s'appelle parler.com. Mais ça va se passer comme ça, c'est-à-dire qu'avec la multiplicité des réseaux sociaux, dont beaucoup sont hébergés à l'étranger... Vous connaissiez ce réseau social ? Je ne vais pas être pressé de m'inscrire, mais déjà que Twitter est assez violent. Donc, non, mais dès le moment où vous avez des entreprises privées qui en font commerce et que vous avez en effet une volonté de certains utilisateurs de faire ce que vous décriviez très bien, si vous avez une entreprise qui va un peu trop loin dans la censure selon ses utilisateurs, une autre prend le flambeau. Donc c'est tout le problème aujourd'hui de ces réseaux qui sont en grande partie hors de contrôle parce qu'ils sont divers. Mais je dirais que ces réseaux, ils existent, etc. Mais que le problème, c'est pas tellement leur existence, c'est l'écho qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est le fait que les politiques les prennent au sérieux, que les politiques pensent que parce que ça tourne sur Twitter ou sur tel ou réseau social, il ne s'agit pas de viser suite de Twitter, et que vous avez des attaques, eh bien ça signifie quelque chose, parce que également, et je crois que là-dessus il faut faire un peu notre autocritique, les médias en parlent, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant les tweets, etc., et que ça, c'est un vrai problème. Alors que quand vous regardez un petit peu aujourd'hui qui sont les utilisateurs de Twitter, et je sens que mon Twitter va chauffer, ou qui sont les utilisateurs de Facebook. Facebook, c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour Twitter, c'est en fait une infime minorité de Français qui, pour la plupart, en tout cas ceux qui s'investissent sur les sujets politiques, sont des Français peu représentatifs et très politisés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parfois des choses intéressantes à dire, mais ça veut dire que très clairement, parler à Twitter, c'est pas parler à la France. Laurent Geoffrin. Il y a une histoire derrière. C'est qu'à l'origine, on a refusé de réguler les réseaux sociaux. La presse, elle est régulée. Après, si vous dites des choses fausses, diffamatoires dans la presse, j'ai un peu l'expérience de ça, vous passez devant le tribunal. Vous êtes obligé de vous expliquer, parfois vous êtes condamné, ou vous devez passer un droit de réponse. On a dit, les réseaux sociaux, c'est pas possible, on ne peut pas appliquer ce truc-là, c'est libre. On dit ce qu'on veut.
Alors là, c'était le déferlement, évidemment. Au bout de quelques années, on s'est aperçu que c'était un déferlement de haine, de préjugés honteux, d'insultes racistes. Alors, les GAFA, les grands féodaux, là, ils ont dit, bon, là, ça va un peu trop loin, on va essayer de faire la police. Mais on a privatisé la censure. C'est-à-dire que normalement, c'est l'État qui régule la liberté d'expression. C'est pas les grandes multinationales. Et c'est pas non plus les lobbies. C'est pas non plus les lobbies particuliers celui qui fait le plus de bruit arrive à interdire certaines expressions. Et donc on a une situation extrêmement malsaine. Il faut que la loi républicaine reprenne le dessus dans cette affaire. Mais sur le principe, on est d'accord. Une loi de liberté d'expression. Sur le principe, on est d'accord. Le problème, c'est la technique. Comment est-ce qu'on arrive à réguler ça avec des acteurs qui, encore une fois, sont à l'étranger et parfois n'ont absolument pas envie d'entendre parler de la loi française, même si évidemment on pourrait le souhaiter, et des utilisateurs, quand bien même on couperait ces réseaux, peuvent passer aujourd'hui par des technologies, des VPN, etc., qu'ils peuvent contourner. Donc là, très clairement, on a un problème. Oui, non, on est d'accord. Ne pas dire tout est libre. Mais non, c'est interdit. On a un problème de régulation au niveau, à mon avis, international. Le problème, c'est qu'on a des partenaires là-dessus qui ne veulent pas. Et le fait que certaines catégories de Français qui ont une sensibilité particulière se déportent, vont aller occuper un autre réseau social, c'est le cas de Marion Maréchal. Ça, c'est l'autre danger. Est-ce que finalement chacun va s'inscrire dans un couloir, se parler alors, au risque de ne plus convaincre non plus. C'est une régression de la démocratie. Mais c'est Chacun se met dans une bulle. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est le dialogue, c'est la confrontation. C'est le dialogue. C'est ce qu'on fait. Oui, mais ce qu'on dit, c'est que parfois c'est trop violent. Parfois, les coups sont. Oui, mais il y a des règles, il faut respecter les règles. C'est là-dessus notamment que prolifèrent par exemple les fake news. Les fake news, c'est quelque chose qui va tourner dans une information en silo, et comme elle n'a pas de contre-vérité à s'opposer, elle devient la vérité dans ce silo. Alors, l'existence de réseaux sociaux parallèles, je dirais, c'est encore pire, mais la réalité, c'est que ce phénomène, il existe déjà à travers les algorithmes, etc., à travers également les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous avez accès à une information qui est une information sélectionnée, et au bout du compte, ça crée une incompréhension citoyenne et ça crée également la violence politique. Ça participe à la création de la violence politique qu'on connaît. On verra comment est-ce que les réseaux sociaux s'invitent dans le débat de la présidentielle. Comment est-ce que les politiques vont s'en saisir également, et peut-être les entreprises à réguler ces débats, ces excès. On va parler maintenant de cette crise sanitaire. Se tient depuis 21 minutes à l'Élysée un conseil de défense sur notamment ce sujet de la crise sanitaire, avec la possibilité de renforcer certaines mesures, notamment certaines mesures dans les aéroports, une politique de dépistage plus importante. On va retrouver dans un instant Djilali Hanan, le chef du service réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je me tourne juste vers vous, Benjamin Morel. Est-ce que cette crise sanitaire, alors qu'on redoutait et qu'on le disait, cette deuxième vague, et que les autorités ne cessaient de le répéter, est-ce que finalement on y est là et que c'est quand même un peu la panique ? Alors je ne suis pas épidémiologiste, donc déjà qu'eux n'ont pas de réponse, j'aurais du mal à vous dire si on a affaire à une deuxième vague. En réalité, c'est que vous avez des pouvoirs publics aujourd'hui qui se calent sur des informations qui sont évidemment des informations parcellaires et qui sont des informations dont on peut difficilement apprécier les conséquences à moyen terme. Donc vous avez des pouvoirs publics qui s'adaptent, vous avez la nécessité de faire avec les informations du jour depuis le début de cette crise, et donc vous avez, je dirais, une adaptation au jour le jour. Pour l'instant, en tout cas, on voit une certaine reprise, surtout si on regarde un petit peu ce qui se passe dans des pays proches, dans des pays étrangers, y compris européens. Donc on peut en effet s'attendre à, si ce n'est une seconde vague, en tout cas une reprise de l'épidémie qui conduit à renforcer les mesures. Bruno Béchizal, localement, vous, sur votre territoire, dans votre commune, est-ce que vous avez des signaux d'alerte, et si oui, lesquels ? Je n'ai pas de signaux d'alerte, en ayant en plus la présence de 2 hôpitaux et en étant en contact. Maintenant, la vigilance est de mise. On va avoir un problème simple aujourd'hui. C'est que ce message responsable de la vigilance, des précautions normales, est en contradiction complète certaines fois
avec d'autres réalités. Je prends un exemple simple, je suis maire d'une ville, je vais sur le marché, je vais verbaliser une personne qui ne mettra pas son masque, alors que cette même personne me rétorquera, oui mais les autres ils ont le droit de manifester, on leur fait rien. On va avoir un problème, nous, localement. Donc il faudra bien, et j'ai déjà interpellé le préfet du département là-dessus, il faut que ce soit cohérent, parce que sinon on n'arrivera pas là où pour le confinement, ça s'est fait de fait. Aujourd'hui, l'acceptation sera plus difficile. Alors, on sera donc dans un instant avec Djilali Hanane et avec le président d'ADN Tourisme, qui est une fédération nationale des organismes de tourisme, parce que l'inquiétude, elle vient aussi de l'étranger, puisque la situation est inquiétante à la fois en Europe et un peu partout dans le monde. On a parlé des États-Unis, en Europe également, en Italie et en Espagne, à l'heure où les Français partent en vacances. Restez avec nous sur CNews dans un instant. On refera un point sur cette situation, cette crise sanitaire qui mobilise le sommet de l'État avec un conseil de défense. De retour dans l'heure des pros avec mes invités et cette inquiétude au sommet de l'État sur le nombre de contaminations liées au coronavirus qui repart à la hausse avec plus de 1000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Un conseil de défense se tient depuis 10 heures ce matin à l'Elysée avec à la clé sans doute de nouvelles mesures annoncées, un tour de vis supplémentaire. Regardez ce sujet de Yann Effelé. La Belgique durcit ses mesures sanitaires. Entre la semaine dernière et la précédente, le nombre de nouvelles infections a bondi de 91%, une reprise de l'épidémie qui pousse le gouvernement belge à réagir. Les masques seront obligatoires également dans les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, les rues commerçantes et tout endroit à forte fréquentation, qu'il soit privé ou public. Même situation dans plusieurs régions d'Espagne où le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des lieux publics. C'est presque toute l'Europe qui se protège et impose des mesures contraignantes. L'ensemble des pays du Sud ont mis en place l'obligation du port du masque. La Scandinavie, elle, se contente de recommandations. Ce jeudi, le cap des 3 millions de cas a été franchi en Europe. Le continent est la région qui dénombre le plus de décès dans le monde. Voilà, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui forcément se tourne vers des pays partenaires en Europe pour voir les mesures prises. Il faut harmoniser au maximum la défense face à cette circulation du virus qui repart à la hausse. On est en ligne avec Djilali Hanane. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On a envie de vous demander si vous êtes inquiet, un peu, ou que finalement, en tant que professionnel, vous avez anticipé cette recrudescence du nombre de cas? D'abord, on la craignait tous, je crois. Il est passé le temps où certains s'imaginaient que le virus disparaîtrait avec l'été et la saison estivale. On constate aujourd'hui que c'est loin d'être le cas. Et bien au contraire, on observe maintenant la fin de l'effet du confinement. Donc malheureusement, l'épidémie repart en France. C'est pas très étonnant parce que son dynamisme au niveau planétaire est tel qu'il aurait été extrêmement difficile d'imaginer que la France reste épargnée. Ce d'autant que, encore une fois, la mobilité des personnes au travers des frontières a repris et qu'on sait bien que cette mobilité des personnes est un facteur favorisant la recirculation du virus. Et c'est extrêmement intéressant de constater aujourd'hui qu'on est passé dans une nouvelle phase de l'épidémie en France. C'est-à-dire qu'avant le confinement et grâce au confinement, l'épidémie avait finalement été confinée au grand quart nord-est, région Île-de-France comprise. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire qui est touché. Est-ce que
Est-ce que pour autant, le fait d'imposer le port du masque dans les lieux clos est suffisant? Certaines municipalités l'imposent finalement dans les lieux où il y a un regroupement, même en plein air. Bien sûr, parce que sait-on aujourd'hui du virus? On sait que la transmission du virus, elle se fait encore une fois d'individu à individu. On sait que le risque est accru en situation d'endroits clos. Et on sait également qu'il y a des phénomènes d'aérosolisation qui se produisent lorsqu'il y a des attroupements, et ça qu'on soit en milieu fermé ou en milieu ouvert. Et donc, si vous réunissez dans une rave party 1000, 2000, 3000 personnes, 4000 personnes qui vont passer à certains moments ensemble, s'activer, et il suffira d'un super excréteur du virus pour que vous ayez 300, 400, 500. Oui, mais Djillali Hanane, on a tout de même un peu plus l'impression que les foyers, les clusters, sont la conséquence de réunions en lieu clos, une réunion familiale, un mariage, par exemple. On le sait, par exemple, certaines entreprises, les abattoirs ont été des foyers, et que finalement, les grands apéros qu'on a pu voir, notamment à Paris, sur les quais de Seine, les rassemblements de jeunes, des concerts, en lieu ouvert, n'ont pas donné lieu finalement à une recrudescence de cas de virus. Je ne crois pas qu'on peut tenir cette affirmation. Encore une fois, ces rassemblements, on les observe surtout depuis la fin juin, depuis à peu près maintenant 15 jours, 3 semaines. Donc c'est trop tôt pour le dire. Oui, bien sûr, ils vont s'accentuant. On observe une augmentation considérable du nombre de cas, quasiment plus 30% sur la dernière semaine, et donc on est dans une phase ascendante. Si les choses continuent à ce rythme-là, c'est dans 15 jours, 3 semaines, c'est-à-dire au pire moment, à la mi-août, que la flambée de l'épidémie va repartir, à une période où, par définition, les hôpitaux, les services de réanimation sont les plus fragiles. Comment est-ce que vous vous préparez à l'hôpital, notamment Raymond Poincaré de Garches? Comment est-ce que vos collègues, dans les centres hospitaliers, se préparent justement à cette période de l'été? Alors, on sait déjà que l'on n'est pas suffisamment nombreux. Malheureusement, on l'a dit, on l'a répété, on n'est pas suffisamment nombreux. On est épuisé, et donc on se prépare d'abord humainement, c'est-à-dire qu'on se repose à tour de rôle, qu'on essaye les uns et les autres de nous ressourcer, de prendre une semaine, 2 semaines de congé pour pouvoir récupérer des forces avant que la charge de travail ne redevienne très importante ou trop importante. Donc ça, c'est le premier élément. Parce qu'on sait que malheureusement, on pourra difficilement compter sur des renforts. Contrairement à ce qui s'est passé en mars-avril. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des régions vont être touchées, donc les gens vont rester soigner des personnes dans leur territoire. Ils ne pourront pas venir nous renforcer. Donc on sait qu'on va être pas suffisamment nombreux, et donc il faudra qu'on redouble d'efforts pour pouvoir faire face à un afflux éventuel de patients, en particulier en réanimation. Merci beaucoup Djillali Hanane. Vous restez en ligne avec nous. Bruno Béchiza, on a beaucoup parlé au début de cette épidémie, de la situation sanitaire dans votre département, la Seine-Saint-Denis. Quel est l'état du système hospitalier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des tensions peut-être localisées? Saluer déjà effectivement tous les soignants qui, pendant la crise, que ce soit hôpital public, hôpital privé, soignants de tout type, il y a vraiment eu des actes de bravoure formidables, et tout le monde a joué le jeu. Malgré, là encore, les déclarations, et c'est normal, c'est pas en 3 mois que l'État est en capacité de remettre à niveau des carences réelles qui existent dans certains départements, comme celui malheureusement de la Seine-Saint-Denis. J'espère que ça aura servi de prise de conscience. J'écoute les spécialistes, et bien évidemment, j'ai la hantise d'un élu de terrain de se dire, si c'est rebelote, est-ce qu'on sera capable d'assumer? J'en sais rien. Vous nous disiez pendant la courte pause que c'est une préoccupation quotidienne de vos administrés, qu'ils vous sollicitent, ils vous demandent quoi? D'en faire plus finalement? Déjà, je vais dire une chose simple. Où sont les remboursements de l'État? L'État fait des grandes déclarations pour dire toutes les mairies qui ont acheté des masques. Moi, j'en ai distribué plus de 100 000. 0 remboursement pour le moment. Donc là encore, on voit le décalage. Et donc, moi, je veux bien mettre des moyens. Je vous dis, on a donné des masques à l'hôpital public, à l'hôpital privé, aux soignants de tout type, aux policiers. Mais encore faut-il qu'à un moment donné, l'État renvoie l'ascenseur. Et moi, je me retourne parce que la crédibilité de la parole publique au niveau local, c'est le maire. Et les gens ne vous croient plus après.
Est-ce que vous pourriez envisager d'imposer le port du masque dans la rue, ou dans les lieux ouverts où il y a du monde? On peut penser à des marchés, par exemple, à des manifestations sportives. Vous utilisez le terme, monsieur, d'injonction contradictoire, on est en plein. J'ai toujours du mal à expliquer à des personnes qui font le marché que je vais les faire verbaliser 135 € pour un non-port de masque, alors qu'à la télévision, ils ont vu 100 000 personnes manifester et que personne, effectivement, ne les réprime. Il y a un vrai problème de crédibilité de parole publique et d'exemplarité. Voilà. Donc on ne peut pas nous demander de tout faire. Ça peut venir d'une prise de conscience individuelle, mais la contrainte ne peut pas naître comme ça, parce qu'on va nous dire c'est toujours les mêmes qui payent. Oui, et sur cette question du prix, justement, le prix du masque, est-ce que vos administrés vous demandent de l'aide, vous demandent la gratuité? Ça a été fait. C'est pour ça que je dis où est l'argent que l'État devait nous redonner. Ça a été fait. Moi, pour la fin du confinement, la ville, sur ses deniers, a distribué systématiquement. Mais au début de l'épidémie, est-ce qu'aujourd'hui... Il n'y a rien. Moi, je veux dire, en particulier pour les 10 000 personnes les plus fragiles sur une population de 86 000 habitants, je veux bien faire l'effort, mais là encore, les deniers publics au niveau d'une ville, c'est pas... Vous l'avez chiffré d'ailleurs, ce coût pour la ville de Lyon? On n'a même pas encore pu, parce qu'on ne sait pas, par rapport aux déclarations, ce qui va rentrer. Donc nous ne sommes pas en capacité. Benjamin Morel. Oui, il ne faut pas faire tout reposer sur les maires, si vous voulez. D'abord parce que vous avez des inégalités en termes de finances pour les communes. C'est le même problème qu'on avait tout à l'heure sur la police municipale. C'est-à-dire que si on dit c'est aux maires de fournir les masques, à ce moment-là, vous aurez des communes qui auront les moyens, d'autres qui ne l'auront pas. Et comme généralement celles qui n'ont pas les moyens sont également celles qui abritent la population les plus pauvres, vous allez avoir un double effet d'inégalité. Donc là, très clairement, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ensuite, sur la question que vous posiez concernant la possibilité d'imposer au niveau local le port du masque, là, très clairement, juridiquement, c'est compliqué. C'est-à-dire que comme une décision du Conseil d'État, et on voit très clairement... Dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire, on pourrait l'imaginer, on en est sorti. Localement, même hors état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que localement, si jamais il y a des circonstances très particulières liées à une commune, à ce moment-là, on peut imaginer d'avoir des mesures proportionnellement plus fortes. Mais dire pour un maire, alors que sa commune ne se distingue pas, j'impose le port obligatoire du masque sur toute la voie publique, sinon vous ne sortez pas, ça, en l'état actuel, ça paraît difficile. Mais il y a quelques jours, sur ce plateau, Frédéric Dabi nous rappelait une étude montrant que les Français acceptaient parfaitement le port du masque et ne le vivaient pas comme une contrainte. Je prends le RER tous les jours, je vous assure que vous semblez en douter. Voilà. Oui. Ouais. Non, mais bien évidemment, il y a un effet de saturation aussi. On en était toujours, il fait chaud. Si on est sur le marché, on a envie de faire le sourire à la personne qu'on connaît. Et le masque, on le met dans la poche et c'est fini. Et même donc dans les vous envoyez transports, systématiquement votre policier pour verbaliser cette personne-là, ça me gêne. Voilà. Même dans les transports. Pour prendre le RER tous les jours, les gens portent le masque, mais ils ne le portent pas comme il faut. Il fait chaud, ils en ont assez. Donc il y a aujourd'hui... On parlait tout à l'heure d'injonction contradictoire, mais vous avez également des Français qui sont paradoxaux sur ce sujet. Quand vous prenez l'enquête Odoxa d'hier, vous voyez que parmi les insécurités, aujourd'hui, l'insécurité sanitaire est celle qui est le plus ressentie par les Français. Donc il y a cette conscience qu'on est peut-être à la veille d'une deuxième vague et qu'on n'est pas sorti de l'affaire. Mais en même temps, vous avez en effet ce ras-le-bol et vous avez cette idée que aujourd'hui, on vit une sorte de parenthèse enchantée et qu'il faut en profiter. Évidemment, si on en profite trop, on crée la deuxième vague que l'on redoute. Mais tout ça, ça paraît rationnel. Mais pour une population qui a tout de même été traumatisée par plusieurs mois de confinement, on peut comprendre également comment est-ce qu'elle réagit. On a en ligne Christian Mourissard, qui est le président d'ADN Tourisme, une fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme. Christian Mourissard, est-ce que vous souhaitez qu'à l'issue du Conseil de défense qui se tient actuellement à l'Élysée, il y ait des mesures supplémentaires liées au contrôle, notamment des Français qui se déplacent à l'occasion des vacances ou des étrangers qui viendraient, notamment d'Europe, passer quelques jours, quelques semaines sur notre territoire? Bonjour à tous. Il est évident aujourd'hui que par rapport aux contraintes que l'on donne à nos concitoyens sur les contraintes sanitaires, il est absolument normal qu'on contrôle, entre autres aux aéroports,
qu'il y ait un contrôle obligatoire. Nous sommes assez étonnés que l'on demande à nos concitoyens, à juste titre, de prendre des mesures de sécurité sanitaire et que effectivement c'est facultatif lorsqu'on arrive de l'étranger d'être soumis à des contrôles médicaux. Je pense que c'est une erreur et que effectivement, comme cela a été dit par nos précédents interlocuteurs, la recrudescence de la pandémie nécessite effectivement des mesures strictes pour que effectivement il y ait une compréhension pour l'ensemble de la population des mesures prises. Et donc, vous estimez qu'il est urgent d'agir dès maintenant, qu'il ne faut pas inquiéter plus que cela les Français qui vont partir en vacances dans les prochaines heures, les prochaines semaines, pour certains ? Écoutez, actuellement, il y a une fréquentation touristique européenne qui est loin de compléter le manque des touristes américains et asiatiques, mais il n'empêche que ce soit la clientèle allemande, belge, hollandaise, cette clientèle existe. Il est un fait qu'aujourd'hui, il y a plutôt une défection sur le tourisme urbain à l'avantage du tourisme rural. Nous avions un très bon début de mois de juillet en fréquentation qui était l'égal à peu près de la fréquentation de 2019. Malheureusement, avec ce qui se passe, la reprise de la pandémie, ce qui m'inquiète le plus, c'est le dernier trimestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des phénomènes d'annulation de réservation de groupes européens qui devaient venir en France et qui commencent à annuler de peur de la prise de certaines mesures de confinement. Donc, moi, je rejoins les propos qui ont été dits. Effectivement, il faut faire reprendre conscience à nos concitoyens que le virus est toujours là et que peut-être, effectivement, de vouloir relancer l'économie touristique et particulièrement auprès de la clientèle française, puisque nous sommes aujourd'hui sur 86% de fréquentation française, alors que ces dernières années, l'an dernier, on était à 75%. Bon, cette augmentation ne compense nullement le manque à gagner par rapport à cette fameuse clientèle internationale. Il n'empêche que dans l'ensemble, je dirais, les professionnels en particulier jouent parfaitement le jeu, et ça a été dit dans des conditions très difficiles, puisque pour un restaurateur, un serveur, un hôtelier, porter le masque quasiment 12 heures par jour, c'est quand même une épreuve compliquée. Tout le monde joue le jeu. Les professionnels ont réduit effectivement leur taux de fréquentation, c'est-à-dire ils sont complets, mais ils sont complets à 60-70%. Au lieu d'être complet à 90, 95 et parfois, suivant certaines régions, à 100%. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des professionnels, on ne peut rien leur reprocher. Mais effectivement, c'est ce flou, je dirais, et cette contradiction parfois sur les applications des mesures prises, où cela a été dit qu'à la télévision en particulier, on se rend bien compte que tout le monde n'est pas égaux. Voilà. Christian Morissard, il y a aussi une inquiétude, effectivement, alors peut-être face à cette épidémie qui redémarre. Est-ce que vous pouvez donner des garanties sur, par exemple, des réservations qui seraient finalement annulées avec des remboursements complets pour ceux qui auraient pris des engagements ? Il m'est difficile de parler au nom des professionnels et surtout en particulier avec les structures, que ce soit l'UMI et d'autres syndicats professionnels. Mais je crois que précédemment, les professionnels, c'est le cas de dire, ont fait preuve, je dirais, de grande mansuétude en ce qui concerne tout ce qui touche les réservations et que bien sûr, à part quelques cas, bien sûr il y a toujours des cas, mais dans l'ensemble, je dirais que ils ont joué le jeu correctement. Ce qui est inquiétant, c'est ce retour de cette pandémie. Et je crois que peut-être nous avons été trop optimistes dans le but de relancer l'activité économique. Et on est un peu, passez-moi l'expression, parti en vacances, et les vacances c'est le rêve, c'est la liberté, un peu la fleur au fusil, quoi. Voilà. Oui, alors, trop optimiste, à la fois les autorités ont envoyé des signaux très clairs, le déconfinement, les autorisations de déplacement.
il y a des élus qui demandent la fermeture des frontières, par exemple avec l'Espagne. Louis Alliot s'est prononcé pour cette demande. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de ça, localement? Nous sommes, puisque vous l'entendez à mon accent, je suis à Arles. Arles, c'est le milieu du chemin entre l'Espagne et l'Italie. Moi, il me semble qu'il est plus simple, effectivement, d'établir des contrôles sanitaires plutôt que de fermer d'une façon arbitraire les frontières, que ce soit d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre. Mais je crois qu'il y a quand même un phénomène de très grande prudence, puisque j'ai eu le bonheur de passer 2 jours dans la haute vallée de l'Ubaye, à plus de 2000 mètres, et je peux vous dire que dans tous les endroits, entre autres les refuges, etc., les gens portaient le masque. Et il y avait des Hollandais, il y avait des Belges, il y avait des Allemands, il y avait des Français. Ce qui me fait dire quand même que dans l'ensemble, il y a une certaine responsabilité qui est prise par les uns et par les autres. Et je crois que ce que fait le gouvernement, c'est d'essayer effectivement de sensibiliser au mieux. Je crois que la nécessité absolue, c'est les tests. Mais je ne suis pas professionnel de la santé pour dire cela. Mais il me semble effectivement que ce que disait le professeur Hannan, c'est la crainte que nos systèmes de santé soient saturés et ne puissent répondre malheureusement à l'aggravation de la situation. Je ne dis pas que la situation est grave. Je dis seulement qu'elle est préoccupante et qu'effectivement, il n'y a rien de plus mauvais comme effet et impact sur le tourisme que l'insécurité, quelle qu'elle soit, et l'insécurité sanitaire fait partie de l'insécurité qui est prise en compte par l'ensemble de nos concitoyens et des touristes. Merci beaucoup Christian Mourissard, on a bien entendu votre message, à la fois l'inquiétude face à la recrudescence du virus et l'invitation aux Français à consommer en respectant bien sûr les gestes barrières. Bruno Béchiza, juste une question. Le président de la République a parlé des vacances apprenantes pour ceux qui n'allaient pas partir, ceux qui ne pouvaient pas partir en raison justement des mesures sanitaires. Chez vous, dans votre commune, vous avez justement mobilisé des moyens, Bien évidemment, là aussi, c'est un travail qui doit se faire avec l'État, pas chacun dans son coin, avec toutes les structures, le milieu associatif, les services de la ville qui sont mobilisés, et le préfet qui, au niveau local, est la parole de l'État, parce que bien souvent, il faut se méfier entre la déclaration d'un ministre dans les médias et ensuite la traduction locale par la voix du préfet. C'est le préfet qui traduit localement ce que le gouvernement veut. Et pour la Seine-Saint-Denis, ces vacances apprenantes, tout est mis en place pour que ça se passe bien. Merci beaucoup Bruno Béchiza sur ce thème. On verra donc dans les quelques minutes qui viennent à l'issue du Conseil de défense sanitaire qui se tient à l'Elysée, les mesures prises par l'État français. Noémie Schulz, vous nous avez rejoint sur ce plateau pour parler d'une annonce dans le cadre de l'affaire de la mort de Cédric Chouviat. Oui, on profite de la présence de Maître Liénard sur notre plateau. Les avocats de la famille de Cédric Chouviat en appellent à Emmanuel Macron et lui demandent de suspendre, de faire en sorte que les policiers qui sont impliqués dans la mort de Cédric Chouviat, on le rappelle, il y a 3 policiers qui ont été mis en examen pour homicide involontaire. Ils disent qu'il faut que ces policiers soient suspendus. Alors je vous lis notamment ce que disent ces avocats. Il ne s'agit pas de porter atteinte à la présomption d'innocence, mais de manière préventive, prendre une mesure à l'égard de fonctionnaires qui, de manière certaine, sont allés au-delà de l'exercice de leurs fonctions en étant à l'origine du décès de monsieur Cédric Chouviat. Voilà, on voit effectivement ce communiqué des avocats de la famille Chouviat. Donc évidemment, comme vous défendez 2 des 4 policiers, on a envie de savoir ce que vous répondez à ça et au fait qu'effectivement ces policiers sont toujours en poste actuellement. Alors, ce communiqué est totalement contradictoire. Je ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, mais de manière certaine, ils ont fauté. Je suis désolé, mais c'est exactement l'inverse. La présomption d'innocence, c'est que pour le moment, nous sommes à l'instruction, nous ne savons pas si une faute a été commise. Il y a une enquête de l'IGPN. Il y a une enquête de l'IGPN, mais il y a surtout une instruction judiciaire par 2 juges d'instruction qui sont en train de faire l'enquête avec des expertises. Nous ne savons toujours pas de quoi est mort M. Chouviat, nous ne savons pas ce qui a provoqué son décès, donc un peu de mesure. Comment ça se passe sur le plan de la suspension ? Un policier qui est poursuivi, il voit son juge d'instruction et le juge d'instruction peut recevoir des réquisitions du parquet de
placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercice. Le parquet n'a pas demandé d'interdiction d'exercice dans ce dossier. Le juge peut passer outre et néanmoins prononcer une interdiction d'exercice. Il ne l'a pas fait. Et lorsqu'il ne le fait pas, il renvoie le policier à son travail et l'administration, donc la police nationale, peut décider, le ministère de l'Intérieur peut décider de suspendre le policier parce que l'administration connaît le policier. Donc il sait si une faute a été commise et il sait si le degré de confiance avec ce policier est rompu. En l'espèce, l'administration policière, le juge d'instruction et le parquet estiment que les faits ne constitue pas une violation, une fracture du degré de confiance à avoir avec ce policier. Le policier qui a procédé à la manœuvre. Et donc n'a pas estimé nécessaire de le suspendre parce que c'est un policier qui, d'une manière générale, donne pleine satisfaction, ne commet pas de faute et exerce bien ses fonctions. Donc il y a eu un accident. Cet accident ne doit pas conduire immédiatement et de manière conservatoire à suspendre les gens. On suspend les gens quand une faute véritable a été commise et quand elle est définie, quand on sait exactement quelle est la nature de cette faute. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est au temps de l'enquête, on est au temps de l'instruction et dans son travail quotidien, ce policier donne pleine satisfaction et il assure la sécurité des gens et il ne les met pas en péril. Et évidemment, s'il les mettait en péril, s'il avait un comportement déviant, s'il était alcoolique, il fraudait d'une manière ou d'une autre, il aurait été suspendu. Mais ça n'est pas le cas. C'est un policier qui a procédé à une interpellation compliquée dans laquelle un accident est survenu. On a appris d'ailleurs cette semaine que l'IGPN estimait que l'un des policiers avait pratiqué un étranglement arrière au moment de l'interpellation de Cédric Chouviat. Qui est une pratique qui s'opère 1000 fois par jour sur le territoire national depuis des dizaines d'années et qui n'a jamais causé aucun accident. L'étranglement arrière, c'est quelque chose qui permet d'interpeller quelqu'un en sécurité pour le policier interpellateur, mais surtout pour la personne interpellée, puisqu'elle est étranglée, conduite, prise par l'arrière, et au niveau du cou ou du torse, et conduite au sol. C'est un moyen d'amener au sol qui permet d'éviter, avec un individu très récalcitrant, des dommages pour l'un ou pour l'autre. C'est très controversé. Merci. Alors ça n'est controversé finalement que par ce groupuscule d'avocats. L'étranglement, c'est pas controversé au sein de la police. Merci beaucoup, Maître, pour cette réaction, donc cette information qui nous est parvenue dans le cours de l'émission. Merci Noémie Schulz, Benjamin Morel et Bruno Béchiza d'avoir été sur le plateau de l'heure des pros. Je remercie également Johnny Hickson, Audrey Berthaud, Marine Mulset qui m'ont assisté dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait Fabien Perroche, David Tonnelier à la vision et Jonathan Mongane au son. Restez bien sur CNews, l'information qui se poursuit. Giờ này G9 thì ai chơi được? Thằng cái tục à? Giờ này mà vẫn G9. Ui thằng kia sao đấy? Tớ vừa cho Nico thằng Saku mẹ ơi. Bọn em ra ban luôn. Cái này cũng sao cô vô cực đấy rồi. Cầm đấy. Chết rồi, giết thằng ấy của mình rồi. Giết chi mình rồi. Sao cô khỏe thế nhỉ? Đâu. Gặp thằng sao cô kia nó có giáp minh thần là bố đó. Rồi nên đi chợ lấy cái BF đó. Lấy cái BF nữa. Thua nốt vòng này chưa chết được đâu. Mình vẫn cấp 6 rồi, bọn này cấp 7 hết rồi.
Vâng, thanh niên G2 này nếu ăn được mình. Bắn khỏe đấy. G2 vẫn khác biệt. Địt còn máy nhỏ thế nhỉ? Xong rồi, trong phim rồi. Trong phim rồi. Được BF ăn cứt rồi. Được BF lấy đôi giáp thiên thần cho Saco bây giờ. Cái máu đến vòng nó mới đi ăn. Máy Sonic này. Chơi con cũ của mày đi cho nó lành. Vật. Đã có thờ rét rồi. Mày chơi bẩn đấy mày. Lên 8 rồi. Chết rồi. Đấy, bốc cháy rồi. Cho pít 2 luôn. Lằng nhằng. Tới hết tiền rồi, xong hết tiền rồi. Không ra chịu rồi.